Donc j'ai essayé d'élargir le sujet parce que Ebola, j'en entends parler depuis un certain temps. Alors je ne suis pas virologue, hein, parce que j'ai un collègue ici qui est certainement plus spécialiste que moi. J'ai essayé d'élargir. Bon, la virologie, nous, on la connaît à travers, comme vient de le dire Gwenaël, nous, les moustiques. Bon, il n'est pas question de moustiques dans Ebola, j'allais dire heureusement, mais vous verrez que les moustiques, il y a d'autres choses qui créent autant, sinon plus de problèmes qu'Ebola, mais on n'en parle plus pour différentes raisons. Mais je vais vous réveiller un petit peu sur ce sujet-là et voir combien nous sommes dans un monde qui est extrêmement discriminant sur le plan de la santé publique. Vous verrez qu'effectivement, quelques moyens, j'allais dire, humains et un peu de sous, permettaient très vite de circonscrire la situation auquel on ne s'attendait absolument pas. Les premiers épisodes d'Ebola qui datent des années 76-80, qui nous sont connus, répertoriés, etc., se sont tous très vite arrêtés, comme on dit, nous, faute de combattants, parce que sur des petites épidémies, tout le monde est mort. Donc l'épidémie s'est arrêtée, mais des petites épidémies. Et puis là, pour des raisons que maintenant les anthropologues, les sociologues vont vous expliquer au fur et à mesure, je ne doute pas qu'il va y avoir des articles très nombreux, des recherches très nombreuses dans ces domaines. On a certainement beaucoup manqué de ce que nous, on ne nous enseigne pas, ou ce qui est très difficile d'enseigner, y compris dans les universités, c'est la transdisciplinarité. Donc les médecins, on sait très bien, ce sont d'abord des sciences humaines. La médecine n'a jamais été une science exacte. On met un peu de choses un peu exactes à travers, effectivement, de la biologie, etc. Et c'est tous ces sujets, effectivement, qu'on va essayer de balayer. J'espère ne pas être trop long. Alors, vous allez voir au gré des diapositives, à chaque fois, c'est un petit peu en haut, effectivement, quelques images que j'ai captées, soit dans des revues différentes, etc., pour vous montrer, effectivement, que chaque jour, vous avez été inondé de ce problème d'Ebola, de la guerre contre Ebola, enfin, etc., etc. Donc, le sujet, je voulais le traiter en hommage à mon patron. Je suis un peu ému, il est décédé, mais tranquillement, il y a 2 mois. Il était directeur adjoint de l'Institut Pasteur de Tunis. Il a été l'élève de Charles Nicolle. On va peut-être avancer, voilà. Il a été l'élève de Charles Nicolle. Charles Nicolle, prix Nobel de médecine, on l'a un peu oublié lui aussi, qui lui a découvert tout ce qui était autour du typhus exanthématique. Rappelez-vous, hein, pour ceux de la génération du XXe siècle, typhus exanthématique, toutes ces riquettes choses ont tué 20 à 30 millions de personnes pendant les 2 guerres, transmises là aussi par des arthropodes, en l'occurrence le pouls. À l'époque, on n'avait pas d'antibiotiques. Ces 2 maladies existent, continuent à exister malgré les antibiotiques. Elles survivent, mais on arrive quand même à les contrôler. Et donc, mon patron avait été effectivement directeur adjoint à un moment donné de l'Institut Pasteur. Il avait été le premier à créer un sérum antiscorpionique à Tunis. Et je voulais quand même évoquer sa mémoire parce que très vite, on oublie nos anciens dans nos universités ou dans nos facultés. Merci à lui. Et puis j'ai retiré effectivement, si vous aviez un ouvrage à lire, excellent, on peut le retrouver actuellement dans les éditions de l'Institut Pasteur, ouvrage oublié, Le destin des maladies infectieuses, qui s'appelait au début, enfin, Naissance, vie et mort des maladies infectieuses, de Charles Nicolle, qui est une Bible à lire, c'est pas très long, c'est 80-90 pages, qui vous explique effectivement. À l'époque, on ne connaissait pas grand-chose sur la virologie, on n'avait qu'un microscope, on avait surtout beaucoup d'intelligence. Il ne faut pas oublier que Charles Nicolle était philosophe, donc rien du tout à voir avec les sciences au départ, comme l'étaient d'ailleurs beaucoup de chercheurs en sciences médicales de l'époque. Et donc vous voyez ce monsieur qui est avec son petit chat, en haut à droite, c'est une petite évocation, parce que là aussi, ce n'est pas lui, mais c'est mon patron, qui avait travaillé sur le problème de la toxoplasmose, et montrant le problème de la toxoplasmose congénitale, le sujet donc étant étudié au départ à l'Institut Pasteur de Tunis. Alors voilà ce qu'il disait. Comment peut-on imaginer que sont apparues les maladies infectieuses? Il y aura des maladies infectieuses nouvelles. C'est un fait fatal. Un autre fait aussi fatal est que nous ne saurons jamais les dépister de leur origine. Lorsque nous aurons notion de ces maladies, elles seront déjà toutes formées, adultes pourrait-on dire. C'est très très bien écrit son ouvrage. Vous pouvez aussi lire dans la dernière version, le dernier paragraphe. J'ai été assez surpris parce qu'on ne le connaissait pas, ce paragraphe. Où là, alors là, c'est franchement un monsieur qui est très, très misogyne qui s'exprime, et on ne sait pas ce que fait ce paragraphe, et je ne connaissais pas ce versant de Charles Nicolle. Nous devons faire confiance à ceux qui nous suivront, pacifiques et meilleurs, on l'espère, vous voyez. Ils sauront de mieux en mieux se défendre, protéger leurs pareils et les animaux utiles à leur vie, contre la tourbe dantesque, mais inintelligente, indisciplinée des maladies infectieuses.
Et donc, vous pourriez lire, etc. Alors, j'ai essayé de faire mon propos. Là encore, quelques images en haut issues d'ouvrages qui étaient plutôt des revues de type américaine, hein, où on vous parle Ebola scare in city, Ebola is coming, etc. C'est absolument affreux. Alors que c'était un cas d'importation, plutôt de rapatriement d'un sujet Ebola aux États-Unis. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé à ce moment-là. Heureusement, en France, c'était quand même beaucoup plus calme. Donc, je vais vous parler un peu d'épidémie d'Ebola en cours, mais ça va être très vite, parce que les chiffres, tout ça, comme je vais vous le montrer, ça ne veut plus rien dire. Et toutes ces informations, vous les avez. Simplement, c'est qu'on peut vous discuter tel ou tel chiffre, mais vous avez ce phénomène. Je vais vous parler des virus Ebola, parce que ce n'est pas le virus Ebola. Comme tous les virus, comme beaucoup de maladies infectieuses, il faut toujours mettre un S. Ce n'est pas un virus, c'est un parasite. Je ne parle jamais du paludis, ce sont des paludis. On ne parle jamais de la dengue, ce sont les dengues. Tout ça, ce sont des catégories de virus qui vont vous donner des maladies qui vont entraîner un certain nombre de symptômes à peu près identiques, mais à chaque fois, il y a une correspondance particulière. Et avec les techniques, alors cette fois-ci, on a besoin de ces techniques dites de biologie moléculaire, eh bien, effectivement, on affine un petit peu nos résultats en matière d'épidémiologie et on va essayer de mieux circonscrire à la fois les connaissances, mais surtout en matière de lutte. Mais on n'y arrive pas toujours. Alors, je ne vais pas vous parler de toutes les maladies infectieuses du XXe au début du XXIe siècle, mais c'est simplement vous remémorer un certain nombre de choses. Et concernant le cas de certaines fièvres hémorragiques, on ne peut pas les évoquer à tout va. Et puis, cette fameuse crise socio-sanitaire économique des pays touchés, dont vous entendez partout actuellement, enfin évoquer, puisque maintenant tous les ministres, les présidents se déplacent, on les entend à tous les coups, etc. L'épidémie d'Ebola en cours. Ça va faire 1 an que ça a commencé. Le premier cas, c'est une petite fille, dans un endroit où on connaissait parfaitement, comme je vais vous l'indiquer, une autre maladie, un autre virus qu'on appelle la fièvre de Lassa. La fièvre de Lassa, il y a en ce moment une épidémie au Bénin dont on ne parle pas. Mais le résultat est le même. Ça fait autant de morts, simplement qu'on arrive un peu mieux à la circonscrire. Eh bien, l'endroit où ça a démarré Ebola, le virus était déjà présent. Je vais vous montrer que le virus, il est présent parce qu'il est sur des animaux. Et ensuite, c'est tout un cycle qui essaye de se remettre dans des circonstances particulières. Et en fait, si ce qui s'est passé à la frontière de la Guinée, de la Sierra Leone ou du Libéria, où justement il n'y a pas de frontière, on ne sait pas ce qui a pu déclencher. C'est une petite fille qui était malade, effectivement. Ensuite, il y a eu des contaminations et il y a eu surtout une contamination d'une tradipraticienne. Élément très important, une matrone. Et là, se sont réunis 500 personnes, 300 morts la semaine suivante. Dans les conditions, effectivement, on enterre les morts selon les conditions que vous avez pu voir certainement à la télévision, etc., avec tout un tas de rites, puisque cette maladie est hyper contaminante. Le virus est très, très, très fragile, un peu d'eau de javel diluée, ça suffit pour l'éliminer. Malheureusement, par contage, etc., à partir du moment où vous êtes en phase hyper virulente, c'est hyper contaminant. Et dans un pays peu concerné par le virus Ebola, il y avait ce qu'on appelle très peu d'immunité. Donc ensuite, on n'a pas fait trop cas de cette chose-là. Et puis au mois de mars, ça commençait à en parler. C'est quand même des endroits un peu reculés, même si des fois il y a Internet, etc. Et là, du coup, on s'est un peu inquiété et l'OMS a été contacté. Mais au début, ça a été comme pratiquement tous les premiers cas d'épidémie d'Ebola, on a fait la confusion, on a fait un diagnostic de typhoïde, qui est une maladie quand même connue des médecins. Mais les médecins sur place, normalement, auraient pu connaître, sinon Ebola, auraient pu connaître la fièvre de Lassa, sauf que sans doute l'information ou la communication n'était pas bien faite. Alors nous pensions, les spécialistes, je ne veux pas dire que je suis spécialiste, mais quand on a commencé à parler de cette chose-là, ça a été évoqué, on en a parlé un peu à l'hôpital, et à tous les collègues et autres, je leur ai dit, dans 1 mois, on n'en parle plus. Et alors, on s'est foutu de bain. Ça s'est emballé, surtout pour des raisons sanitaires. Je vous montrerai plus tard comment ces 3 pays, si économiquement parlant, ce sont les plus faibles, sur le plan sanitaire, c'est encore les plus faibles des plus faibles. Donc l'incidence, voilà, donc on commence, et puis le 8 août, il y a quand même un grand délai, on parle de cette flambée et commence à ce moment-là à se manifester sur le plan international, les politiques, les grands ONG, etc. Attention, quand je vous parle de l'épidémie, dès le mois de mars, une équipe de l'Institut Pasteur de Paris était déjà là-bas. Donc tout de suite, les scientifiques ont réagi. Ils ont identifié le virus, ils ont montré que ce n'était pas celui qui était exactement de l'Afrique centrale, qui était déjà bien connu. C'est un virus
identique sur le plan de sa pathogénèse, mais qui n'était pas le même, ça venait pas d'Afrique. Et puis, comme tout un chacun, une fois qu'ils ont fait cette analyse-là, eh bien, ils sont rentrés à l'Institut Pasteur en disant, de toute façon, ça va se terminer comme d'habitude. Et en plus de ça, ils n'ont pas eu trop les moyens financiers pour poursuivre. Et puis, ça s'est emballé. L'équipe de l'Institut Pasteur de Paris est déjà allée 5 fois aux alentours de la Guinée, etc., faire un inventaire. Jusqu'à présent, aucun des scientifiques de l'Institut Pasteur n'a été touché, ce qui n'est pas le cas des équipes américaines du CDC d'Atlanta. Ils ont fait un très beau papier. Les 5 scientifiques qui publient sont tous morts. Donc le 8 août, urgence de santé publique de portée dite internationale. Les chiffres ne veulent plus rien dire. 3 à 5 fois plus de cas déclarés ou de décès réels. On vous dit la moitié au Libéria. Et puis dernièrement, vous entendez que le Mali a été touché par importation de cas depuis la Guinée. Et actuellement, il n'y a eu que 8 cas, 7 décès. Il y a un malade qui vient de guérir. Et puis c'est, je pense, assez bien contrôlé, au moins pour cette première partie, par le Mali, qui a mis en place tout de suite un certain nombre de dispositifs, bien entendu, sur la base d'expérience. Alors, ça ne veut plus rien dire, parce que, j'ai pris au 21 décembre et j'ai rajouté quasiment ce que j'ai vu hier, puisque tous les jours, nous, on reçoit ces informations. Donc, voilà, 15 000, peut-être 16 17 000 cas publiés, etc., enfin, annoncés. Alors, ce sont les cas dits confirmés, plus probables, plus suspects. Parce que, là aussi, les choses se sont améliorées au fil du temps. Je vais vous indiquer aussi qu'actuellement, les 3 pays ont les moyens, alors on leur a offert bien entendu, ont les moyens de diagnostic biologique dans les 24 heures, les tests rapides. Ils n'ont pas forcément les moyens d'aller mettre les gens dans les hôpitaux, ça c'est un autre problème et c'est le problème majeur. Mais on fait le diagnostic d'Ebola dans ces 3 pays dans les 24 heures, n'importe où, dans n'importe quel district actuellement, les tests rapides sont partout. Et donc, on vous annonce 5 000 et quelques décès, donc ça fait à peu près moins de la moitié de décès par rapport au nombre de malades, donc ce n'est pas les 90% du début, ça on le savait déjà, que ce soit 40, 30 ou 60, parce que les morts ne sont pas comptabilisés exactement, ça vous donne un chiffre, mais ça veut dire aussi qu'on ne meurt pas systématiquement d'Ebola, également d'autres choses. Et puis voilà, donc on est à 6 000 cas, et à la date d'aujourd'hui, on reçoit le bulletin des informations de l'OMS qui annonce 7 000 cas, et en fait, c'est un excès de communication. L'OMS publie 2 heures après en disant « on s'est trompé, il y a 1000 morts de moins ». Donc c'est simplement pour vous dire qu'actuellement, personne ne sait exactement à quoi ça correspond en nombre de malades, de supposés malades, de gens qui sont des porteurs sains, de gens qui, effectivement, vont décéder, voire décéder d'autres choses, etc. Alors on vous donne les 3 pays au niveau des pourcentages de décès. Vous voyez que ça peut varier de 20% en Sierra Leone, mais je ne crois pas à ces chiffres, parce que là, franchement, il y a une très mauvaise communication, et puis de l'ordre de 59-60% en Guinée, donc vous faites, si vous voulez, une moyenne qui n'a aucun intérêt, bien entendu. On vous montre à peu près les différents districts qui sont contaminés, et je reviendrai là-dessus. Hors Afrique, c'était une situation du 29 octobre, c'est simplement un petit spot qui, pour moi, n'a pas grand intérêt. Il n'a pas grand intérêt, sauf à vous signaler, effectivement, vous avez entendu parler des cas aux USA, de ces cas en Espagne, où effectivement on a rapatrié 2 missionnaires, je pense que c'était en Sierra Leone, qui sont décédés, et c'est une infirmière localement qui sont contaminés, etc., l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Mais ce que vous pouvez voir éventuellement assez rapidement, c'est qu'en fait, dans les 4/5 des cas, les gens ont guéri. C'est curieux. C'est-à-dire que les gens Ebola, quand ils sont dans une situation sanitaire correcte, eh bien, en général, ils guérissent. Ça pose un problème au niveau éthique international absolument monumental. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'avec des moyens, alors bien entendu en dehors de l'avion, l'expatriation, etc., ça montre que quand on met les gens dans des situations à peu près correctes, ils vont pouvoir se sauver de cette maladie comme beaucoup d'autres maladies, et que ceux qui sont sur place n'ont finalement aucune chance. Et là, on peut se poser des questions. On nous avait toujours appris, nous, en matière de type de maladie, j'évoquerai le problème de la fièvre jaune, eh bien, qu'il était strictement interdit de sortir les gens du pays ou de la région qui étaient contaminés, au risque de faire d'autres cas de figure, etc. Là, j'allais dire, pour des raisons peut-être politiques, j'ai beaucoup de respect pour chaque individu, bien entendu, eh bien, peut-être qu'on est passé outre ce règlement sanitaire qui devrait être très strict normalement. Alors, bien entendu, et très rapidement, quels étaient les premiers facteurs de l'extension sur cet endroit ? Bien entendu, c'est d'abord une épidémie qui s'est
commencé une fois que les gens étaient malades ou mis en situation qui n'était pas une situation de protection d'Ebola dans des villes. Vous savez que l'Afrique, plus tard que les autres continents, est en train de s'urbaniser. Vous savez que des villes, par exemple, comme Abidjan, la population double en 6 ans. La population double en 6 ans. Quand vous dites qu'une ville comme Lagos fait 8-10 millions d'habitants, elle en fait 25, etc., etc. Avec tout ce qui peut, effectivement, on peut imaginer, en termes de rapport humain, en termes de manque d'infrastructures à tout niveau, etc. Et donc, les cas qui arrivaient dans des villes, même des petites villes, eh bien, automatiquement, ça avait toutes les chances de flamber. Ce qui se passait dans les années 76 du côté de la République démocratique du Congo, enfin ex-Congo, etc., c'est que ça se déroulait en milieu forestier, dans des villages où il y avait 20-30 habitants. Ils mouraient tous peut-être, mais ça s'arrêtait là. Et puis voilà. Alors l'évolution démographique, la densité de la population et puis la mobilité, puisque effectivement ces 3 pays, les frontières sont inexistantes. En plus, ce sont les mêmes ethnies, etc. Et puis ça n'a aucun rapport, et donc les gens peuvent circuler. Alors retenez bien aussi que pour nous, effectivement, c'est une maladie nosocomiale. Et là, il faut avoir plus qu'une pensée en direction de ceux qui sont en situation de sanitaire. Bien entendu, il y a les ONG qui sont hyper protégées. Il y a les médecins, il y a les infirmiers. Et bien actuellement, des morts, c'est 10% des personnels médicaux, à peu près 600 personnes qui sont mortes d'Ebola suite à la contamination auprès de personnes. Et là aussi, cette crise sanitaire est importante. Vous verrez des images, vous les avez vues, de gens hyper casqués avec 3 paires de bottes, 3 paires de gants. Nous avions un témoignage il n'y a pas quelques 10 jours d'un collègue guinéen qui nous disait les infirmiers doivent acheter les gants et on n'a pas d'eau de Javel. Donc ici, voilà les soignants avec des contaminations. Alors, voilà pour ce qui est l'épidémie, parce qu'on pourrait en discuter très 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 longtemps, mais les infos, vous les avez, donc vous les lisez. Après, bon, il faut regarder, c'est difficile, on comprend également le souci des médias de communiquer, etc. Mais ensuite, il faut revenir sur des choses à caractère plus scientifique et de manière plus générale. Les virus Ebola. Alors, l'émergence, ça aussi, vous le savez sans doute, ça vient du Zaïre, 1976. Ce sont des équipes françaises et belges qui avaient découvert effectivement la chose. Mais là aussi, c'était toujours le diagnostic erroné de typhoïde. Mais à l'époque, personne ne savait ce que c'était qu'Ebola. Donc un médecin congolais identifie une typhoïde, c'était forcément la chose la plus évidente, de la fièvre, des phénomènes de diarrhée, etc. On ne connaissait pas Ebola. Bon, inutile de vous dire que ces premiers médecins qui ont identifié les malades ne sont plus là. Hein, c'est eux qui ont payé le plus dur immédiatement. Une des dernières épidémies qu'il y a eu en République démocratique du Congo il y a 2 ans, le médecin du Congo a bien signalé à l'OMS, personne n'a bougé, il avait bien identifié Ebola, il avait commencé à faire un certain nombre de choses. Une semaine après, malheureusement, lui aussi était mort. Donc un diagnostic erroné, une mortalité absolument effrayante, on était dans les 90% de cas de mortalité, touchant des soignants, en lavant un malade, en essuyant son sang, son urine, ses larmes, ça on vous l'a expliqué partout. Ça ne se transmet pas par les postillons, sauf que, effectivement, ce n'est pas comme la grippe, etc. Mais bon, si vous voulez, quand vous êtes dans un environnement d'hypervirémie, etc., le virus, après, on ne sait pas exactement comment il s'échappe, qui touche, etc. Et cette phénomène d'hypercontamination, elle est réelle, donc il faut une protection effectivement très importante. Des manifestations de panique, c'est ce qu'on a constaté dans ces 3 pays-là. Des abandons de poste. C'est évident, quand les médecins sont malades, que les infirmiers voient que leurs médecins sont malades, la première chose qu'on envisage, surtout si on n'a rien, on s'en va ailleurs, on va voir autre chose. Ça, c'était bien. Et les premières conclusions dites collégiales, réunions de l'OMS, de grands scientifiques, etc., sont évoquées 2 ans après. Là aussi, vous pourrez retrouver sur le bulletin de l'OMS, je vous donnerai, j'ai dit à Gonel Ledreff que je vous donnais une liste de bibliographies, mais très simple, que je n'avais pas mise dans mon résumé, et qui correspond à des documents qui sont extrêmement facilement accessibles, puisqu'ils sont en ligne, qui sont de niveau scientifique compréhensible sans aucun problème, plus quelques vidéos sur lesquelles vous pouvez accéder en ligne. La grande majorité, c'est issu de documents de l'OMS qui, de toute façon, sont distribués gratuitement sur toute la planète, auxquels vous avez accès. Simplement, il faut savoir trouver les mots-clés. Des documents qui sont issus de l'Institut Pasteur de Paris, des documents qui sont issus de l'Institut Recherche et Développement, qui était l'ancienne Orstom, Office de la Recherche Scientifique Technique d'Outre-mer, qui est passé IRD.
pour lequel les gens qui travaillent en particulier à Libreville eh bien, sont extrêmement compétents sur ces disciplines. Et donc, en l'occurrence, sur l'image d'en haut, c'est le collègue Éric Leroy, qui est un vétérinaire qui travaille au CIRMF, au Gabon, à Libreville, et qui est un des co-découvreurs du virus et qui travaille depuis une trentaine d'années sur ce virus, sur tous ses voisins, etc. C'est dans ce secteur-là où il y a un laboratoire dit P4, de très haute sécurité. Donc, des collègues vétérinaires, des étudiants vétérinaires de Nantes ont eu à travailler avec lui sur des animaux, etc. Et vous voyez une image, je ne sais pas si vous la voyez bien, il faudrait peut-être baisser un peu la lumière. Eh bien, sur cette image à droite, on voit Éric Leroy, les gens sont en train de discuter autour de problèmes d'Ebola, etc. Vous voyez que personne n'a de gants, personne n'a de masque, etc. Et en fait, il ne se passe rien, ou pas grand-chose. Donc, quand on arrive à comprendre le système, tout en faisant attention, voilà. Alors, autre chose, donc voilà ce qui était écrit dans les années 2000, hein. Donc les premières épidémies, Ebola, le virus sorti de la forêt, c'était les conclusions des articles scientifiques de nos collègues. Des chercheurs du monde entier improvisent des labos de brousse, les savants n'hésitent pas à se faire aventurier. J'ai recopié le texte simplement. Chauves-souris, rats, moustiques, tout y passe, etc. Des milliers d'animaux. On va regarder ce qui se passe parce qu'on se doute bien que c'est quand même dans le milieu naturel que va se trouver le virus, d'où est-ce qu'il vient, comment il se contamine, etc. Dans les zones défrichées, Ebola se réveille. Retenez bien la zone défrichée. Et donc, autre chose, quelques années après, en faisant des sérologies systématiques, et une chose qui a beaucoup servi, malheureusement, c'est l'épisode du sida. L'épisode du sida, qui était à peu près décalé dans le temps, a permis à de nombreux scientifiques d'inventorier la problématique anticorps-sida dans les régions d'Afrique. Et on a ressorti des congélateurs les sérums qu'on avait utilisés et on les a balayés vis-à-vis de certains virus. C'est comme ça qu'on a redécouvert ou découvert des choses qui étaient anciennes parce qu'on avait gardé ça dans les congélateurs. Et on s'est très vite rendu compte que les populations locales, Congo, Cameroun, etc., bon, entre autres les ethnies pygmées, beaucoup d'entre eux, en fait, étaient immunisés naturellement et la maladie n'apparaissait jamais chez eux. J'ai dit à des étudiants ici, si une épidémie de grippe telle qu'on nous avait annoncé il y a 2-3 ans en France, qui ne s'est pas déroulée, avait eu lieu en Guinée, Sierra Leone et Libéria, elle aurait fait plus de dégâts qu'Ebola, puisque les populations africaines sont complètement, entre guillemets, naïves vis-à-vis des virus de la grippe. Alors, Ebola, virus de la forêt, et puis très vite, on a commencé à regarder du côté des chauves-souris. Toute la problématique, ça va être de gérer à la fois la biodiversité, la conservation des animaux, et puis en revanche de savoir comment les rapports entre les hommes et les animaux vont se dérouler. Et les chauves-souris, et les millions de chauves-souris qui peuvent exister dans ces zones-là, eh bien très vite, depuis 20 ans, il faut se reposer dans les années 2000, hein, donc là ça fait maintenant 40 ans, eh bien les fièvres Ebola s'abattent sur l'Afrique, les chercheurs ont émis vite l'hypothèse, et effectivement on a trouvé que les chauves-souris étaient réservoirs de virus. Alors là aussi, étaient réservoirs de virus. Quand on vous parle des singes, des grands singes, ils ne sont pas réservoirs de virus parce qu'ils meurent plus que les humains. Donc ils réceptionnent le virus à travers, soit en mangeant les chauves-souris ou avec des rapports que l'on ne connaît pas très bien, ils en meurent. Donc il faut bien comprendre que ce n'est pas les singes qu'il faut aller détruire en disant c'est eux qui amènent Ebola à l'EM. Ça ne fera rien du tout. Non, vous avez les chauves-souris. Là, en l'occurrence, ce sont des chauves-souris frugivores. Comment est-ce qu'on se contamine? Alors là, il y a un gros point d'interrogation. Alors ici, vous avez des images où effectivement, on vous montre de manière globale, mais je ne vais pas les commenter plus, les différents épisodes. On ne parle pas de l'épisode de 2014, c'est en anglais parce que très souvent, les revues scientifiques sont en anglais, donc on récupère les images, c'est beaucoup plus facile maintenant pour nous. Et on vous parle des différents types d'épidémies qui avaient lieu, etc. Et on vous signale quand même, si vous regardez bien, sur le côté gauche, vous voyez la Guinée, vous voyez la Sierra Leone, Libéria, vous voyez bien que les sérums, là, il ne parle pas de malades, la sérologie avait bien montré qu'il y avait des gens qui avaient des anticorps anti-Ebola dans les années 2000, etc. Donc on savait que, de toute façon que le virus était là, mais qui ne s'était pas manifesté ou qu'on ne l'avait pas vu, ou ça avait pu être confondu avec un cas de paludisme ou je ne sais quoi. Les virus Ebola, si vous regardez la photo en haut, c'est les nuages de chauves-souris tels qu'on peut les voir dans ces endroits-là. C'est assez original. Alors, c'est des chauves-souris, des fois, qui sont de cette taille-là. Hein.
Bon, elles sont frugivores, elles ne sont pas très méchantes, bien entendu, mais c'est assez impressionnant. Alors, Ebola, pour revenir à l'histoire, parce qu'on parle actuellement de maladie à virus Ebola. Nous, on l'appelait autrement. On l'appelait la maladie de Maridi, puisque c'était la première fois qu'on la signalait. Et donc, très souvent, à une certaine époque, on mettait le nom de la région à laquelle on trouvait effectivement la maladie pour la désigner. Sauf que, bien entendu, ça ne se passait pas, et donc on ne pouvait plus admettre ça. Ensuite, on l'a appelé fièvre hémorragique à Ebola. C'est le terme que nous, on utilise. Mais ça fait un peu peur, parce que fièvre hémorragique à Ebola, ça veut dire que quand même, hémorragie, c'est dangereux. Sauf que tout le monde ne fait pas des hémorragies, heureusement. Donc maintenant, de manière un peu plus soft, peut-être, on l'appelle maladie à virus Ebola. Alors, c'est en fonction, effectivement, du nom de cette rivière. Et puis, vous avez, effectivement, je ne vais pas rentrer dans les détails, d'abord parce que ça serait de la virologie un peu plus fondamentale, ça serait sans doute un autre sujet, sans doute passionnant, assez complexe, et d'autant plus qu'on a la mauvaise habitude, les microbiologistes, comme d'autres personnes en zoologie, etc., à changer le nom de bestioles, d'espèces, etc. D'où la difficulté, quand on lit un article, de se dire « mais de quoi on parle ? Ce n'était pas la même chose ». Donc simplement pour vous dire qu'il y a actuellement 5 virus connus, enfin 5 virus Ebola. Le plus méchant, c'est celui qui est en rouge, enfin c'est celui qui a créé le plus de problèmes, en particulier mortalité. C'est celui qui a permis la découverte de cette maladie-là, entre autres. Donc on l'appelait avant Zébov, l'espèce Zaïre, donc la plus virulente. Vous avez ensuite un virus Soudan, donc, qui effectivement est beaucoup plus à l'est, qui n'est pas très méchant. La mortalité est très très faible. Vous avez ce qu'on appelle le virus Reston, donc ex-Rebov, etc. Celui-ci, en fait, il n'est pas pathogène pour l'homme. Il a été découvert chez des chauves-souris en Philippines, mais on l'a découvert en fait aux USA. Parce que, malheureusement, à un moment donné, on avait pris la mauvaise habitude, c'est beaucoup mieux contrôlé maintenant, ça continue à exister, pour des raisons diverses de zoos, etc., d'importer dans un tel ou tel pays des chauves-souris ou d'autres animaux. Le virus est arrivé aux USA par ce moyen-là. Heureusement, le virus n'était pas pathogène, sinon on entendrait parler du virus Ebola américain. Donc voilà, mais ça montre aussi que ces virus qui ont pu diverger dans des temps anciens, certains ont pu être adaptés à l'homme et d'autres ne le sont pas encore. Est-ce qu'ils le seront un jour ? Ça, c'est beaucoup plus difficile à identifier. Vous avez eu le fameux virus de la forêt Thaï, ça c'est en Côte d'Ivoire. Celui-ci aussi, il avait déjà touché un peu la Guinée, le Libéria, mais sur le plan sérologique, comme je vous l'ai montré. Et puis un autre virus, le virus Bundibugyo, qui est en Ouganda, qui lui aussi est beaucoup moins méchant. Enfin, peu importe, c'est simplement montrer que vous avez une catégorie de virus, comme ça existe dans beaucoup d'endroits, d'où cette carte qui est à gauche, qui vous montre non pas la répartition de la maladie Ebola, mais des zones où on a pu identifier le virus Ebola, et je parle bien du virus, je ne parle pas uniquement de la sérologie, à travers soit une situation locale, soit une situation d'importation ou plutôt d'exportation. Si les USA ici sont signalés en bleu, c'est cette fameuse histoire de chauve-souris, mais il ne s'est rien déclenché, le problème pour le moment est solutionné. Et puis à droite, vous avez effectivement la situation avant l'épidémie locale, de la connaissance des virus parmi les trois là, qui sont ici, dont je vous ai mentionné. Le foyer principal étant celui, effectivement, autour du Gabon et autour de la République démocratique du Congo actuellement. Le Gabon étant toujours montré, là aussi, parce qu'il y a un laboratoire précis qui permet un diagnostic rapide depuis déjà très très longtemps. Et donc, automatiquement, si les moyens techniques sont dans une zone, eh bien, ça permet de mieux identifier. Quand on vous parle des maladies émergentes, les maladies émergentes, il y a ce qu'on appelle les vraies émergences, des virus qui arrivent dans une zone inconnue ou quelque chose de tout à fait nouveau. Vous avez souvent ce qu'on appelle, nous, les fausses émergences. Les fausses émergences, c'est souvent notre ignorance d'il y a quelques années, quelques dizaines d'années, pour identifier réellement une maladie qui existait. Simplement, c'est que les moyens actuels permettent d'authentifier effectivement ces maladies. Alors, ce fameux virus filamenté, torsadé, qui a causé beaucoup de points d'interrogation au niveau des virologues. Donc, différents virus humains classiques, c'est un petit peu la même chose. Ici, on vous parle, par exemple, du continent sud-africain. Alors ça remonte à quelques dizaines d'années. Le continent sud-africain n'est pas touché. C'est simplement, là aussi, une épidémie qui avait lieu en République du Congo, avec des médecins sud-africains qui étaient présents. Il y avait aussi, je crois, des médecins israéliens
qui identifiaient tout à fait autre chose, qui ont vu des malades et qui les ont exportés, entre autres en Afrique du Sud. À l'époque, tout un service médical de Johannesburg est parti contaminé par Ebola. Et donc, on a fermé ensuite la parenthèse. Alors maintenant, ça aussi, sans détail, bon, vous voyez en haut là, comment travaillent les gens dans les laboratoires. Ce n'était pas comme ça. À l'origine, je vous ai dit, avec un peu de précaution, je n'ai pas manipulé Ebola. On a, avec un collègue qui était venu il y a quelques années, le professeur Chastel, qui est un de nos maîtres, un grand virologue, à Brest, on avait effectivement des moustiques, des souris qui étaient infestées de fièvre jaune, qui étaient simplement dans une enceinte de moustiquaire. On ne prenait pas trop de précautions, il n'est jamais rien arrivé, parce que quand on a conscience de choses, bon, cette situation serait inadmissible maintenant, bien entendu, mais vous voyez comment les gens sont dans ces circonstances de laboratoire. Je connais plusieurs laboratoires, donc celui en particulier d'Anvers, le laboratoire royal de médecine tropicale, enfin de médecine tropicale royale, qui a fermé au bout de 10-15 ans, parce que les scientifiques ne pouvaient plus travailler, tellement il y avait de stress, d'angoisse, de voir échapper un virus, tant pour eux que pour les voisins. Parce que, OK, il faut mettre les gants, les bottes, etc., mais il faut aussi surtout essayer de les enlever. Et en fait, c'est quand on enlève tout ce que l'on met que vous risquez de contaminer les voisins, etc. C'est facile de mettre. Essayez de voir quand vous allez, là, il y a de la neige, de la glace, etc., vous allez vous protéger pour aller au froid et compagnie. Puis quand vous enlevez, il y a forcément des trucs qui goûtent partout, etc. Et donc, c'est ça. Alors maintenant, avec les techniques moléculaires, et c'est ce qui s'est passé pour différentes épidémies, et dont la Guinée, quand je vous ai parlé de cette petite fille, etc., on va arriver, là je pense que les laboratoires qui travaillent sur Ebola sont en plein dessus avec les techniques de diagnostic rapide et d'énormes machines à faire de biologie moléculaire, etc. On va faire un arbre généalogique. On va pouvoir identifier, là je vous passe des détails, mais vous voyez, c'est un peu comme votre arbre généalogique. On peut voir les rapports humains, de famille, etc., pour savoir comment le virus s'est passé, à quel moment, et qui a contaminé, etc. Bon, on verra ça plus tard, quand le bilan de ces études aura été fait. Mais sachez que ça existe. Alors, on a l'habitude de dire aussi, bien entendu, là, les gens travaillent sur du matériel inerte. Donc, il y a beaucoup de chercheurs Ebola qui, en fait, ne sont pas confrontés au virus Ebola. À la limite, là, on peut travailler simplement sur ordinateur. Alors, en août 2014, on vous en a moins parlé, mais là aussi, c'était intéressant sur un plan scientifique. C'était un nouvel épisode en République démocratique du Congo d'une épidémie très très vite circonscrite, où on a identifié une nouvelle souche virale qui n'était pas celle précédente et qui n'était surtout pas celle qu'on voyait en Afrique de l'Ouest, ce qui a permis de dire aussi que ce n'est pas quelqu'un qui, prenant l'avion ou prenant je ne sais qui le transport, a pu contaminer tel ou tel pays. Non, ce sont des foyers qui sont circonscrits à tel ou tel endroit, et ça ne communique pas forcément comme ça, comme le fait par exemple la grippe. Donc le CIRF, c'est ce laboratoire qui est à Libreville. Donc l'article était passé dans le New England Journal, qui est un des meilleurs articles, une meilleure publication scientifique médicale. Ils ont l'avantage de publier très rapidement, surtout sur un sujet comme ça. Donc on vous explique bien qu'il ne s'agit pas d'une extension du virus de l'Afrique de l'Ouest, etc. 70 personnes, 42 décès. L'origine, c'était le dépeçage, effectivement, d'un animal, d'un singe, etc. Là, c'est le caractère, effectivement, je dirais, culturel qui est bien montré. Et puis, ce que je vais vous montrer rapidement, c'est que l'épidémie s'est circonscrite parce que, le pays a l'habitude, entre guillemets, de gérer ce genre de crise. Les moyens, pas extraordinaires, ont été mis en place et on a fermé très vite la parenthèse. Il peut se dérouler un autre épisode. Alors, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que jusqu'à présent et avant l'épidémie de 2014, les épidémies avaient été élastiques, 3, 4, 5, 8 ans, etc. On ne savait pas. Puis là, on a l'impression que ça se resserre au fur et à mesure. Alors ça se resserre avec des hypothèses sur lesquelles à peu près tout le monde est à peu près d'accord, même si ce n'est pas forcément facile à démontrer, sur effectivement l'extension des populations et les rapports entre la nature et les hommes, avec des problèmes de déforestation, des problèmes d'installation de mines, etc. Et ça, c'est quand même important. Alors le réservoir donc, des chauves-souris, donc, vous les voyez, on les appelle donc, les chauves-souris à tête de renard. C'est des belles chauves-souris, 170 espèces de chauves-souris, 42 genres. Vous voyez, ce n'est pas très simple non plus au niveau vétérinaire d'aller identifier tout ça. Toutes ne sont pas forcément des réservoirs. De toute façon, pour aller les piéger, etc., c'est déjà très compliqué.
Mais je répète qu'elles sont toutes frugivores, donc ce n'est pas à l'occasion d'une morsure comme ce qu'on appelle les vampires, etc. Donc elles sont contaminées, elles sont forcément contaminées à partir de quelque chose. Donc là, tout le monde n'est pas d'accord. S'agissant de bestioles frugivores, on peut penser, ou on pourrait penser qu'effectivement, il pourrait s'agir de virus ou d'équivalents de virus qui soient présents, par exemple, sur des plantes. On a déjà d'autres cas d'exemple. Alors, les virus de plantes, les plantes ont des maladies comme vous, différentes. Mais les virus sont toujours à peu près de composition. Il est rare qu'un virus de plante se passe chez l'homme ou chez un animal, mais on voit des circonstances où, en fonction de l'évolution, il peut y avoir un phénomène d'adaptation. On connaît ça sur, nous, une maladie parasitaire qu'on appelle la maladie de Carion, que l'on trouve au Pérou, qui est transmise par des petits arthropodes. Les arthropodes, on ne savait pas comment ils se contaminaient, et en fait, les arthropodes se contaminent en suçant des cactus. Donc, voilà, ça vous donner des choses. Alors maintenant, si vous voulez, ce schéma-là aussi, il est en anglais, mais c'est simplement un petit schéma où on retrouve des éléments dont on a dû vous entendre parler, etc. À droite, bien entendu, l'hypercontamination humaine. L'homme qui est en contamination avec des rapports entre les grands singes, bon, les dépeçages d'animaux, ça c'est sûr. À chaque fois, ça a créé des épidémies redoutables immédiates, parce que quand on dépèce un animal sauvage, un singe, etc., ben forcément on se blesse. L'animal, lui, est très contaminé. Tout le monde va avoir l'animal, tout le monde consomme. Ce n'est pas la consommation, mais enfin, vous imaginez tout ce qui va se passer. Et donc, automatiquement, ça crée une épidémie. Et puis ensuite, les rapports, effectivement, alors entre les singes et éventuellement les chauves-souris, parce que les singes vont aussi aller manger les chauves-souris, sauf qu'il faut aller les chercher dans la haute canopée. Ces chauves-souris, elles ne sont pas au sol, hein. Elles sont en haut. Et donc après, il y a certainement un certain nombre de choses. Donc on sait à peu près où est le virus maintenant. Comment ça se passe réellement en situation réelle, ce n'est pas très très simple. Ce n'est pas très simple, mais les choses là aussi vont avancer. Alors l'écosystème forestier, c'est ça qui est important. En haut à droite, ben, c'est la fameuse image qui était montrée dans les années 2000 par nos collègues, où on montrait une image d'un pygmée allant à la chasse, ramenant ses animaux, les consommant, et lui n'étant jamais atteint de tout ça. Hein, étant immunisé naturellement, peut-être qu'il y en avait qui mouraient au départ, mais étant immunisé avec des proportions des fois qui peuvent atteindre dans certaines zones 50 à 60% d'immunité naturelle, enfin naturelle ou ensuite. Et puis ce qui se passe actuellement, ben, vous en entendez partout, parce que c'est des problèmes liés au développement humain et à cet équilibre que l'on veut, dit durable. Bon, les routes forestières, donc routes forestières aussi bien pour aller chercher le bois que pour aller creuser des mines. N'oubliez pas que la Guinée est le deuxième producteur de bauxite. Le bauxite, c'est votre aluminium. Actuellement, les mines sont fermées. Alors, ceux qui ont investi dans l'aluminium, vous allez voir vos trucs qui vont grimper. Parce qu'il va y avoir un sacré manque d'aluminium, parce que plus personne ne veut revenir en Guinée au niveau expatriation. Tout le monde est parti, les Chinois, les Français, etc., etc. Sauf que quand on a créé ces mines-là, ben, automatiquement, ça génère un rapprochement de population, parce que s'il y a de la mine, il y a forcément un peu d'argent, il y a forcément des petits commerces, etc. Là où il y avait des villages de 100, 250 personnes, ce sont des villes qui ne sont pas cataloguées, mais qui font 20, 30 000 habitants. Hein, très facilement, sauf que, voilà. Hein. Et puis, à gauche, et bien entendu, qui dit ville, dit automatiquement, et surtout quand il y a des mines ou de l'argent, eh bien, il y a quand même des gens qui vont construire des écoles, etc., pour les enfants. Donc, automatiquement, vous allez avoir des populations d'enfants, etc. Et là, vous avez le lieu idéal de contamination du virus Ebola comme tout à fait autre chose. Donc, cette espèce de conjonction, alors il ne faut pas être contre le développement humain, bien entendu, mais c'est extrêmement difficile à gérer. Je vais vous montrer également qu'une autre maladie à peu près du même acabit est liée effectivement au problème d'adduction d'eau. Alors que les gens manquent d'eau, le fait de leur amener de l'eau va générer d'énormes problèmes. Alors, Ebola, une fièvre hémorragique et les autres. Alors, c'est assez amusant, j'avais retrouvé ce document en 1972 qui émanait, bon, le ministre de la Santé des USA, ce n'est pas forcément quelqu'un qui connaît toutes les choses parfaitement, mais qui déclarait à l'époque, le moment est venu de refermer le livre des maladies infectieuses. Bon, on avait des antibiotiques, on savait comment faire, donc on pouvait éliminer tous ces gens-là. Donc c'est quand même des choses un peu hasardeuses. Alors, sans faire in extenso, bon, vous voyez ici des gens qui se protègent, mais là c'est contre la peste. Hein, vous avez entendu parler qu'il y avait en ce moment une épidémie de peste à Madagascar. La peste n'a jamais disparu de Madagascar. La peste tue toujours à Madagascar, la peste pulmonaire, même avec les antibiotiques. Et tenez-vous bien, l'État du Wyoming, les États qui sont de réserve indienne,
tous les ans, il y a 50 à 100 morts de peste pulmonaire aux USA. Donc voilà, malgré les antibiotiques et compagnie. Alors dans le passé, la variole, inutile de vous dire que heureusement c'est éradiqué. Il y a quand même des gens d'une certaine génération ici. Rassurez-vous, parce qu'on a toujours imaginé que le virus de la variole était dans des armées ou dans des laboratoires secrets comme un élément absolument, je dirais, ultra facile de développement de guerre microbiologique. Mais vous avez tous reçu au moins une fois, sinon 2 fois, le vaccin antivariolique qu'on ne fait plus pour des raisons de protection, parce qu'il serait plus dangereux actuellement de vacciner quelqu'un contre la variole, parce que c'est des vaccins à virus vivant, puisqu'on estime qu'il y a à peu près 1 ou 2 cas mortels pour 500 000 doses réalisées. Sauf qu'une fois que la population n'est plus vaccinée, eh bien, tout le monde est sensible. Le virus de la variole n'existe plus en milieu naturel, il n'y a pas de réservoir animal, sauf qu'il y a encore, je pense, 2 laboratoires, vous imaginez où, qui ont conservé des souches de variole. L'OMS l'a interdit, l'Angleterre a éliminé le virus de la variole au moment où un virus s'est échappé et que toute une équipe de scientifiques est morte il y a à peu près 20 ou 30 ans. Voilà. Mais ceux qui sont vaccinés ne risquent rien, mais on ne peut plus vacciner personne maintenant. Alors, mais c'est éradiqué. La fièvre jaune, donc on va en parler un petit peu, parce que fièvre jaune, Ebola, vous allez voir qu'effectivement, tout le monde sait que le vaccin fièvre jaune existe, sauf que la fièvre jaune, actuellement, ça tue encore plus qu'Ebola. Toujours, malgré le vaccin. La dengue, ça c'est une maladie qui est en train d'exploser. 3-4 milliards de personnes actuellement sur la planète sont soumises au risque de la dengue, et on parlera de la dengue hémorragique. La poliomyélite qui est en voie d'éradication, on estime à moins de 500 cas actuellement au monde. Même des pays comme l'Inde l'ont considéré éradiqué. Et il serait, mais vous mettez ça entre parenthèses, il serait actuellement plus dangereux de vacciner avec le vaccin vivant qu'on n'a pas en France que de penser qu'on pourrait attraper la polio. En fait, sincèrement, je vous le dis, on n'est pas tous d'accord, ça crée des tensions entre les scientifiques. Vacciner contre la polio en France, ça ne sert plus à rien. Il n'y a pas eu un cas depuis 40 ans. Le virus pourrait réarriver, on pourrait vacciner très facilement la population. Bon, et c'est un autre aspect des choses. La grippe espagnole, vous savez que ça a tué 20 à 30 millions de personnes. Bon, c'était le moment de la guerre, c'est sûr. Et ça a été terrible. Bon, on s'attendait à voir effectivement cet épisode il y a 3-4 ans. Et heureusement, une bonne partie de la population, et par exemple aussi de nos générations, avions eu ou avions reçu le vaccin grippe de 1957-58, qui en fait était l'équivalent de ce qu'on vous annonçait il y a 3-4 ans. Donc, vous étiez immunisés, mais on ne vous l'avait pas dit. La deuxième moitié du XXe siècle, donc c'est l'apparition de la dengue hémorragique. Donc, on connaît la dengue ou les dengues, puis tout d'un coup, elle s'exprime sur un plan hémorragique. Alors, les hémorragies de dengue, je peux vous dire que c'est équivalent d'Ebola. On ne meurt pas du virus Ebola. On meurt de ce qu'il y a autour, en particulier, fortement, des hémorragies profuses, parce que voilà, on ne meurt pas de grippe. On meurt de l'incidence de la grippe qui va diminuer le système immunitaire, et ou d'autres germes. Les gens qui ont la grippe, ça va être une pneumonie, etc. Donc, ces virus-là touchent le système immunitaire. C'est assez compliqué à expliquer, ça serait très très long. Donc, le système immunitaire est mis par terre, et donc, à ce moment-là, tout ce qu'on va appeler d'opportunistes vont créer autant de soucis que vous pouvez imaginer. Donc, dans un contexte africain où vous avez multivirus, etc., multigermes, tout ça, ça vient se combiner, et ça devient dramatique. Le sida 81, bien entendu, mais ce n'est pas une fièvre hémorragique au sens strict. Et puis en plus, après, je vous aurais pu vous en situer, fièvre hémorragique du Venezuela, les hantavirus, mais qui nous concernent plus dans les pays tempérés que les pays dits tropicaux, etc. etc. Mais c'est simplement pour vous montrer, non pas l'apparition de ces maladies, mais le moment où effectivement on les identifie un peu mieux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fièvre hémorragique? Dans sa définition, on utilise le terme générique de fièvre hémorragique virale pour une maladie grave, parfois associée à une hémorragie, parce que ce n'est pas systématique, et qui peut être causée par différents virus. Alors, vous voyez ici un ouvrage que je vous conseille, il doit dater des années 80, c'est un polar qu'on pouvait lire à l'époque. Donc, vous preniez le polar le soir chez vous, et puis vous passez la nuit à le lire, et là, je vous garantis que vous ne dormez pas. Et en fait, c'est effectivement ce qui se passe actuellement. C'est sur un plan roman, mais sans doute que l'auteur s'était quand même un peu renseigné à l'époque, mais il y a beaucoup de choses qu'on ignorait, et qui parle d'un virus un peu méchant dans un laboratoire de très haute sécurité aux États-Unis, et ce virus s'échappe. On ne sait pas s'il s'échappe, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui le fait échapper, et puis s'ensuit un certain nombre de choses, et finalement, c'est les États-Unis qui y passent.
Donc lisez ça, c'est assez intéressant, et c'est actuellement des situations, voilà, hein, comme quoi aussi on peut écrire bien avant la réalité, comme on dit. Une maladie grave, parfois associée à une hémorragie, qui peut être causée par différents virus. Je ne vous ai pas listé. Il s'agit de virus, alors peu importe les familles de virus, parce que là aussi ça peut changer. La fameuse fièvre de Lassa, dont on va reparler. La fameuse fièvre de la vallée du Rift, s'ils sont en rouge, je vais vous donner un petit spot, parce que c'est quand même un peu plus d'actualité. Les fièvres d'Ebola et Marburg, donc à l'époque, 1976, c'était 2 milliers de décès, et puis vous voyez que maintenant, il y en a 5 ou 6 000 à mettre en plus avec ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. La fièvre jaune, et puis d'autres, vous voyez, la fièvre hémorragique d'Oms, que là, on est un peu loin des zones tropicales, mais simplement pour vous dire que ces virus sont à peu près partout. Ne serait-ce que ce qu'on appelle les virus, les arbovirus, j'en dirai un mot. Les arbovirus, ce sont ceux qui sont transmis, entre autres, par les moustiques. On connaît plus de 150 virus différents. 150 virus qui peuvent donner à peu près la même chose. Heureusement, on ne vous en parle pas trop. Hein. Alors, il y a d'autres étiologies pour les médecins qui sont là ou des gens. C'est que les fièvres hémorragiques, ça ne résume pas forcément les virus. Il y a les hépatites virales qui peuvent donner des fièvres hémorragiques. La rougeole grave chez l'adulte. Il y a eu une épidémie de rougeole il y a 3 ans en France, totalement inadmissible, parce que normalement on est tous vaccinés, sauf qu'il y a une période où on a mal vacciné. Conclusion, on s'est retrouvé avec 25 ou 26 000 cas, je crois qu'il y a eu 52 morts, essentiellement des jeunes adultes qui étaient mal vaccinés. Parce que la rougeole est une maladie gravissime chez le jeune adulte, l'adulte. Ça reste une maladie bénigne chez l'enfant en bonne santé, mais il faut l'éviter, alors qu'on a un vaccin, c'est absolument inadmissible qu'un pays comme nous fasse. Alors c'était un cas importé qui ensuite a diffusé, et puis sur une population mal vaccinée, vous voyez ce qui se passe. Alors les bactéries, les septicémies, là on peut en dire tout un tas, les méningocoques et compagnie, la peste, là où les borrélioses, qu'on trouve toujours, il n'y a pas que la borréliose à poux, on n'en parlera pas, les leptospiroses, la fameuse leptospirose ictéro-hémorragique, celle que vous pouvez contracter sur le lac de Grandlieu ou sur le marais de Brière au cours de l'été en vous mettant les pieds dans l'eau et le germe rentre par la peau. Ça ne fait rien au départ et ça se termine en général par une fièvre hémorragique. Au départ, on peut la soigner par antibiotiques. Alors ensuite, il faut aussi parler des envenimations. Morsure de serpent, on est très loin de virus Ebola. Morsure de serpent et d'autres bestioles, etc. Ça tue entre 50, 100 à 200 000 personnes par an. Bon. Chez nous aussi, puisqu'il y a quand même nos vipères. Il y a aussi des médicaments qui peuvent entraîner l'équivalent de fièvre hémorragique. On ne va pas trop insister. Les antivitamines K, oui, vous voyez ce que ça peut donner, mais néanmoins, c'est quand même nécessaire. Il ne faut pas non plus dire... Alors, si on rappelle un certain nombre de choses, la fièvre jaune, vomito négro, ça a été le premier virus découvert. Ça, au moins, on l'a découvert, on l'a identifié en 1901. C'est quand même pas si vieux que ça. Mais à l'époque, il n'y avait quand même pas beaucoup d'outils pour identifier les virus. Premier arbovirus connu, c'est-à-dire que le virus qui était connu pour être effectivement véhiculé par un moustique. Guéguerre entre les Américains et les Cubains, ça continue. C'est bien un Cubain qui a trouvé l'épidémiologie et pas l'Américain. Bon, ça, on s'est expliqué par la suite. Et donc, c'était Carlos Finlay et Cuba. Et comme on va le voir aussi, sur Ebola, c'est le premier pays en ligne. Et ça aussi, c'est intéressant. Alors, obstacle redoutable à des entreprises coloniales, en Guyane, Colombie, ça, vous connaissez ça. Il y a maintes livres d'histoire fort intéressants à lire là-dessus, sur la progression ou l'absence de progression. La fameuse route du littoral de Guyane, qui n'a jamais eu lieu, sauf maintenant, elle existe, etc. Ça a toujours été la fièvre jaune. On faisait 50 mètres, 100 mètres, une épidémie de fièvre jaune, tout le monde y passait, on rentrait, on refaisait venir, etc. Il y avait autant de bagnards que de personnel de l'administration, etc., de militaires qui entouraient, qui mouraient de cette fièvre jaune. Il suffit d'aller regarder les cimetières à Saint-Laurent-du-Maroni, etc. C'est écrit, en général, on vous met victime d'une épidémie, et c'est toujours la fièvre jaune. Alors, les épidémies européennes, faut en reparler quand même si c'est un peu loin. Carthagène, 20 000 morts en 1804. Barcelone, 20 000 morts. Saint-Nazaire, oui, on a eu des cas à Saint-Nazaire. Un bateau importé, le fameux Anne-Marie, bateau sucrier, en revenant de la Havane. À l'époque, il y avait de la fièvre jaune à Cuba. Le bateau est arrivé tranquillement. Les bateaux arrivaient maintenant, accostaient dans les ports, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, ils sont en rade. Et donc, les moustiques se sont échappés. Non pas les malades, il y en avait déjà qui étaient beaucoup morts, on les avait passés par-dessus bord, mais les moustiques, ça vit un certain temps, 1, 2, 3 mois, se sont échappés, ont contaminé les gens plus proches, ça n'a pas été très très loin, heureusement, 44 cas, 25 décès quand même,
Et heureusement, les moustiques locaux ne sont pas adaptés au virus de la fièvre jaune. L'Aedes aegypti, qui est un des responsables de la fièvre jaune, au moins au départ, est un moustique tropical. Il ne peut pas s'exporter, contrairement à d'autres types de moustiques. Voilà, l'Aedes aegypti ensuite pratiquement éradiquée, parce que là, je peux vous dire qu'on a bombardé de produits qu'on appelle les organochlorés. Les organochlorés, dans certaines régions, au Vietnam, etc., après la guerre du Vietnam, vous en trouvez encore des traces dans le sol. C'est des produits hyper toxiques et hyper rémanents qu'on n'a absolument pas le droit d'utiliser. On vient de les utiliser sous forme de malathion dans le cas de l'épidémie de chikungunya en Martinique, en Guadeloupe, parce qu'il fallait faire quelque chose. Mais on les a utilisés. Il n'y a pas eu un petit doigt d'écologiste qui s'est levé. On a utilisé du malathion dans nos départements. La fièvre jaune, alors, Max Teller, etc., premier virologue, prix Nobel, excusez les petites fautes de frappe, là, on inocule en intracérébral à la souris le virus amaril, c'est simplement pour vous montrer comment on faisait à l'époque. Et puis on va découvrir comme ça un vaccin. Par passage successif, on fait ce qu'on appelle un vaccin à virus atténué. Et donc, quand on vous vaccine contre la fièvre jaune, dites-vous bien qu'on vous vaccine avec le virus. Le virus est toujours vivant, dit atténué. Je ne sais pas si actuellement on aurait franchement le droit de le faire avec toutes les contraintes que l'on a de protection de ceci, de cela. C'est bien le virus. Et quand on vous dit que vous êtes vacciné pour 10 ans, non, vous êtes certifié pour 10 ans, vous êtes vacciné à vie. On vous a inoculé le virus, vous avez correctement réagi dans un état de santé normal, vous êtes protégé contre la fièvre jaune. Donc c'est aussi simple que ça. Alors bien entendu, le vaccin, on l'a amélioré parce qu'au début, il était un peu neurotrope, etc., etc. Bon, il y avait quelques accidents, mais à l'époque, on a quand même limité d'énormes épidémies. Et puis à l'époque, on pouvait mettre le vaccin dans la poche et aller vers vacciner malgré la chaleur à 400-500 km. Maintenant, on le pratique autrement, bien entendu. Alors après, il y a ces fameuses histoires sur l'origine du virus, une guéguerre entre scientifiques, des congrès et autres. Est-ce que le virus était présent sur le continent américain? Est-ce qu'il venait d'Afrique? On aurait plutôt tendance à dire qu'il venait d'Afrique et à travers les esclaves et autres. Mais les deux hypothèses sont tout à fait jouables, entre guillemets. Il est probable qu'effectivement du virus est venu via la traite de l'esclavage sur des populations qui étaient peu contaminées, mais on a retrouvé des traces dans des écrits mayas, etc., où effectivement on décrit des maladies qui ressemblent bigrement à la fièvre jaune, avec tout un tas d'impacts. Enfin, de toute façon, je dirais, je ne sais pas si on va solutionner la chose, mais voilà comment ça s'est passé. Et puis, ces fameux épisodes du canal de Panama, si à un moment donné, le creusement du canal de Panama s'est arrêté, c'est entre autres à cause des fièvres hémorragiques. On a beaucoup parlé de la fièvre jaune avec des chiffres qui n'étaient pas forcément exacts, peu importe le chiffre. Il y avait des confusions avec la dysenterie, le paludisme, etc. Qui a arrêté l'épidémie? Ce sont des médecins traditionnels boliviens avec je ne sais quoi qui ont arrêté l'épidémie de fièvre jaune sur le canal de Panama et on a pu continuer à le creuser. Ensuite, d'autres, voilà. Et après, vous avez... Alors, c'est aussi quelque chose qui fait un peu l'évolution, et c'est ce qui peut se passer vis-à-vis d'Ebola, c'est qu'effectivement, ce qui était bien connu entre un virus et un moustique, on s'est aperçu, une fois que le moustique était bien contrôlé, le fameux Aedes aegypti, que réapparaissaient ou apparaissaient des cas de fièvre jaune, et on a développé le contexte sur d'autres types de moustiques qui étaient plutôt des moustiques de caractère forestier. Je passe là-dessus. Et donc, actuellement, vous êtes dans cette situation-là, où effectivement, dans certains pays, je pense le Sénégal, quasiment toute la population est vaccinée correctement. C'est l'Institut Pasteur de Dakar, le fameux CRORA, qui est un laboratoire de haute sécurité pour les fièvres hémorragiques. C'est lui qui, actuellement, avec l'Institut Pasteur, surveille tout ce qui est en train de se passer. Donc les gens sont très, très bien formés, les collègues sénégalais. Et la production du vaccin fièvre jaune est très bien faite et très bien distribuée au Sénégal. Les seuls cas de fièvre jaune qui arrivent au Sénégal, c'est un touriste qui ne veut pas se faire vacciner. Mais les autres pays ne sont pas aussi bien vaccinés, et donc avec des fièvres importantes. Et puis un déplacement, effectivement, de ce virus qui n'est pas idiot. Le virus n'est pas idiot. Là aussi, ce sont des singes qui sont réservoirs. Eh bien, un transfert sur d'autres types de moustiques. Et maintenant, on a affaire à des moustiques qui sont plutôt urbains. Donc, plutôt urbains, des villes de Dakar, etc., qui sont énormes. Et donc, alors qu'avant, c'était quand même plutôt un milieu forestier. Donc là, il y a un faciès épidémiologique qui est en train d'être modifié à ce niveau-là. Tout ça, c'est parfaitement bien suivi. Eh bien, pour vous dire, voilà les chiffres de fièvre jaune actuellement. J'ai ressorti les données de l'OMS de l'année dernière, 2013. 90% des cas de fièvre jaune actuellement, c'est en Afrique. De 84 000 à 170 000 cas, vous voyez la marche, et entre 29 et 60 000 décès par an. Qui est-ce qui vous en parle actuellement?
Qu'est-ce qui vous en parle actuellement? Là, on a un vaccin efficace à vie que l'on peut distribuer ultra facilement. Et voilà les conclusions. Donc après, je vous mets un certain nombre de chiffres qu'on pourrait vous donner, toutes les épidémies qui ont eu lieu en 2004, 2013, au Tchad, au Soudan, etc. etc. L'épidémie du Brésil est assez remarquable. C'est une épidémie qui a touché le sud du Brésil. Les gens étaient hospitalisés à Brasilia. C'est pour ça qu'on vous a dit l'épidémie à Brasilia. Non, c'était plus au sud. Le Brésil avait dû oublier un peu de vacciner sa population, considérant qu'il fallait relâcher, etc. Conclusion, le virus, il est ressorti. Heureusement, ça n'a touché aucun touriste, parce que tout le monde n'était pas forcément vacciné à se balader au Brésil et autres. Ça a touché le Paraguay, qui n'avait pas vu un cas depuis plus de 40 ans, pratiquement. Donc, il ne vaccinait plus sa population. Ils ont eu, je crois, 50 morts une semaine. Ils ont revacciné tout le monde, mais ils ne sont pas très nombreux. La conclusion, Sanofi Pasteur, organisme français, a dû distribuer 6 millions de doses en direction du Brésil. Et même nous, dans les hôpitaux, on nous a fait rapatrier les doses de vaccins que l'on avait pour vous, etc., pour les donner pour autrui. Donc cette crise a pu être solutionnée par un pays comme le Brésil qui a pu réagir très vite. Les 6 millions de personnes ont été vaccinées en moins de 2 mois. La dengue, les dengues, denguero, guindé, coincé, quand vous attrapez la dengue, c'est pas bon. Je pense que certains d'entre vous l'ont eu. Sachez que vous pouvez l'avoir 4 fois, peut-être une 5e fois, puisqu'on a peut-être identifié un 5e virus. À chaque fois, ça sera plus grave. Voilà. Fièvre jaune et dengue, 2 filles de la grande forêt tropicale et des singes. C'est le professeur Chastel qui disait ça il y a quelque temps, il ne s'est pas trompé. Fièvre rouge, fièvre de l'Arsenal, une centaine de synonymes. 40-60% de la population mondiale à risque. Plus de 390 millions de cas par an, 500 000 cas de dengue sévère, 2,5% de létalité. Si vous faites la proportion, etc., vous voyez que ça fait quand même pas mal de morts, plus des conséquences de maladies chroniques qu'on découvre de mieux en mieux, avec des gens qui restent, comme on dit, un peu coincés pendant des années et des années. On n'a aucun vaccin, on n'a aucun traitement. Normalement, le vaccin pourrait sortir en 2015. Alors j'ai dit normalement, le vaccin est pratiquement prêt. Comment est-ce qu'on va vacciner 4 milliards de personnes? On peut avoir les doses de vaccin. Comment on va vacciner 4 milliards de personnes? Et donc actuellement, vous voyez la répartition donc, des cas où il y a le moustique est infesté. Et puis on commence à parler, parce qu'on se disait, non, l'Afrique, c'est pas possible, ils ont tout un tas de choses, la dengue, c'est pas pour eux. Eh bien si, la dengue, en fait, les virus sont issus à l'origine d'Afrique. Sauf que des populations forestières et autres, à l'origine, le virus était dans les forêts, sont immunisés. Les gens en milieu urbain, à Dakar, à Libreville, etc., font des épisodes de dengue, souvent confondus avec le paludisme. Vous avez 100 000 fois plus de chances d'attraper la dengue en faisant 4 jours à Dakar que d'attraper le paludisme. C'est la même chose à Libreville, c'est la même chose à Abidjan, etc., etc. Et donc, ces virus ou ces covirus, rien ne dit qu'Ebola, les gens n'aient pas plusieurs types de virus, parce qu'actuellement, on cible surtout sur Ebola. Et donc, ça aussi, c'est en train de changer. Alors, au départ, c'est une épidémie bénigne. On rappelle quand même qu'il y avait des cas, y compris en Europe. On sait que la dengue, je vais vous montrer une diapo, est arrivée en France. Enfin, heureusement, ce n'est pas très important. La dengue a été réveillée, entre guillemets, pendant la guerre du Pacifique, la deuxième guerre, avec les troupes américaines. On a découvert le DDT à l'époque. Bon, à chaque fois qu'il y a une guerre, on fait plein de découvertes. Et donc, les Américains, la quinine, la chloroquine, le DDT, tout ça, c'était connu. Donc, ils étaient relativement protégés contre le paludisme à l'époque, qui était sensible. Sauf qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont morts, pas uniquement de dengue ou autre chose, mais finalement, ce n'est pas le paludisme qui a tué pendant la guerre, y compris les guerres du Vietnam, etc. C'est d'autres types de maladies, mais qui donnaient à peu près les mêmes symptômes. Vous voyez une carte ici qui est assez intéressante, ce qui se passe en particulier sur l'Amérique latine et au Brésil en moins de 25 ans. 25-30 ans, la dengue était quasiment inexistante au Brésil. C'est le pays qui signale le plus de cas. L'année dernière ou l'année passée, Carnaval de Rio, qui est la situation idéale, il fait chaud, il fait humide, on n'est pas très couvert, vous restez dehors pendant 4-5 jours, je crois, c'est 600 000 cas, et c'est 4% de morts. Vous voyez, par rapport à Ebola, si on compte que les morts, on est à peu près... Alors, il y a 4 virus, peut-être 5 virus connus, etc. Et il n'y a pas d'immunité croisée.
Il n'y a pas d'immunité croisée, selon un système qui est extrêmement difficile à expliquer. Là, on n'est pas tous d'accord, etc. Et donc, sur ce qu'on appelle des séquences, on va dire des séquences virales qui surviennent plus ou moins rapidement. Avec aussi quelque chose qui est assez nouveau maintenant, alors mieux identifié sans doute, mais qui est quand même assez nouveau. Quand je vous parle de l'expérience de Rio, les 4 virus circulaient en simultané. Une même personne pouvait être contaminée avec un même moustique, avec 2, sinon 3 virus. Donc ça ne doit pas s'arranger, ça ne va pas arranger les choses. Hein, ça ne va pas arranger les choses. Donc là aussi, on vous explique comment se passent les phénomènes hémorragiques. Donc là, on vous a expliqué une carte où effectivement, on explique que la dengue hémorragique survient dans des conditions assez complexes parce qu'il y a plusieurs types de facteurs. Bon, ça, c'est un phénomène hypothétique, mais on pense que c'est à peu près ça. Et donc, actuellement, eh bien, c'est plutôt dans les grandes villes parce que ce virus issu des forêts, il y a très, très, très longtemps, donc c'est déplacé, est devenu un virus très anthropomorphe, entre guillemets. Les animaux sont plus très concernés. Et puis, ce sont surtout les moustiques qui se sont adaptés. Ce sont maintenant des moustiques urbains, diurnes, ils ont bien compris que vous étiez dehors dans la journée, et qui sont extrêmement agressifs. Donc ce phénomène arthropode agressivité va entraîner très très vite, très rapidement un phénomène de transmission. Voilà, Guyane, 2013, personne ne vous en a parlé, hein, sauf ceux qui étaient là-bas. Les médias autochtones n'ont pas parlé de cet épisode qui a duré plus de 10 mois. La dengue a tué un certain nombre de personnes. Mais vous voyez, ça a démarré, oui, pratiquement 1 an. Plus de 16 000 cas. Il y avait les 4 virus, dont le virus 2. Il y a eu quand même des décès, mais heureusement, en Guyane, il y a quand même des hôpitaux identiques à la métropole. Et donc, les gens qui étaient gravement malades ont été mis en situation de réanimation. C'est un peu ce qui devrait arriver normalement pour Ebola, où effectivement, on arrive à compenser les différents déficits et la personne arrive à s'en sortir. Voilà. En 2015, on y croit à ce vaccin. Maintenant, comment on va le faire, comment on va le distribuer, c'est autre chose. Une autre maladie, la fameuse maladie du singe vert, maladie du Marburg. Vous voyez que cette maladie, elle était connue, enfin au niveau du virus, là où on connaît Ebola. Hein. Donc ça veut dire que dans cette zone-là forestière un peu coincée, etc., il y a un foyer de virus. Alors Marburg, vous allez dire, mais Marburg, c'est pas en Afrique? Non, c'est en Allemagne. Alors ça, c'est la fameuse maladie du singe vert. Tout simplement, c'est l'histoire que je vous ai racontée pour les USA avec les chauves-souris. C'est qu'à un moment donné, les gens se baladaient avec des singes pour les mettre dans les eaux, etc. Et puis est arrivé ce qui devait être arrivé, en l'occurrence en Allemagne, eh bien, contamination chez des individus. Donc on connaît effectivement la distribution, si vous voulez, des foyers viraux de cette maladie-là. Mais en l'occurrence, ça a commencé en 1967, vous voyez, en Allemagne. Une société pharmaceutique qui fabriquait des vaccins, qui avait besoin de singes comme animal d'expérimentation. On ne s'occupait pas de savoir si l'animal avait quelque chose, voilà, il était vivant, bien portant. On allait faire un vaccin, point à la ligne. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une contamination au niveau du laboratoire. Donc vous voyez, c'est une véritable histoire. Hein. Le singe vert d'Ouganda, les petits singes, on transite par Londres, une arche de Noé où on a 48 espèces exotiques non contrôlées. 3 employés sont malades, puis 17, plus 2 hospitaliers, plus l'épouse d'un hospitalier, sans doute transmission par la violence sexuelle, la première épidémie, enfin, etc., etc., tout s'emballe. Heureusement, ça fait très peu de cas. Ça fait très peu de cas au total, mais c'est typiquement ce qui peut arriver à travers les échanges de personnes, d'animaux, voire d'alimentation pour d'autres types de maladies. L'alimentation ne transmet pas ce genre de choses, mais c'est typiquement ça, d'où l'intérêt, et les vétérinaires seraient mieux placés que moi, de cette surveillance générale qui est extrêmement difficile à assurer, permanente, d'échanges. Voilà. Alors ça, c'est le problème du commerce international. Vous voyez ce qui se passe au niveau des échanges humains, animaux et alimentaires, et c'est mis sous surveillance. Voilà. Et donc, ça, c'est un cas qui n'est pas très, très fréquent. Il y a eu quand même une épidémie il n'y a pas très longtemps en Ouganda, toujours encore un personnel de santé. On ne sait pas trop comment il s'est contaminé, celui-là. Sans doute avec quelqu'un auquel il a fait passer une radio, mais ça n'a pas duré très, très longtemps, ça a touché peu de monde, etc. Voilà. Et puis on vous met ici, en Ouganda, les autorités sanitaires ont une grande expérience de la gestion des fièvres hémorragiques, des moyens techniques, etc. C'est-à-dire qu'avec des moyens simples sur lesquels on va revenir, on doit pouvoir contrecarrer assez facilement. Donc voilà un peu les différents épisodes, un peu à l'image de ce que je vous ai montré d'Ebola, où on identifie effectivement des toutes petites épidémies avec les mêmes conséquences, souvent en gravité, toutes petites épidémies, toujours, vous voyez, dans les mêmes zones,
Voilà. Mais là, ce sont les singes, hein, ce ne sont pas les chauves-souris, ce sont les singes. Là non plus, il n'y a pas de moustique qui intervient. La fièvre de Lassa, maladie de Casal. Alors Casal, c'est celui qui a décrit pour la première fois, ou plutôt qui a fait la généalogie des virus. Hein. Il y avait la classification de Casal. Eh ben, ce monsieur-là a quand même contracté la maladie de Lassa. Heureusement, il s'en est sorti, lui. Bien. Et donc, on appelle, vous voyez, le typhus des savanes, la maladie des bougous. Donc là aussi, il y a des mélanges de genres, où des fois, ça crée la confusion quand on lit des documents en disant « mais j'ai parlé de typhus, vous me dites que ce n'est pas le typhus, etc. » Bon, on revient maintenant, c'est la fièvre de Lassa. Fièvre de Lassa, mot contesté en permanence par le Nigeria, parce que la maladie a bien été découverte à Lassa, mais c'est comme si c'était le Nigeria qui était contaminé. Et donc, au Nigeria, on se refuse de nommer cette maladie fièvre de Lassa, on l'appelle la maladie de Casal. Voilà. Donc, pareil, c'est un autre virus, plus complexe. Comment ça s'appelle au Nigeria, on vous dit c'est 6 à 10% des admissions d'adultes hospitaliers. Donc vous n'en avez jamais entendu parler, sans doute, cette maladie. Près de 10% des maladies infectieuses hospitalisées au Nigeria, qui fait quand même plus de 300 millions d'habitants, sont dues aux fièvres de Lassa, un virus dont on n'entend pas parler. Alors pareil, encore une histoire. On commence par une sage-femme missionnaire, 70 ans. Elle est fatiguée le 20 janvier. Le 23 janvier, elle déclenche une fièvre hémorragique. Elle est évacuée. On l'envoie aux États-Unis, à l'Institut de Yale, qui aussi commençait à travailler sur le virus. L'hôpital est infecté. Il y a des médecins, des malades. On autopsie. Celui qui a autopsié est malade. Il en meurt, enfin, etc., etc., etc. On continue. Et du coup, bilan de l'histoire pour les USA, on crée l'Institut du CDC d'Atlanta. L'Institut du CDC de l'Atlanta, c'est l'équivalent de l'Institut Pasteur chez nous. C'est le seul endroit aux USA où on a le droit, en dehors peut-être des militaires, mais ça c'est un autre aspect, on a le droit de travailler sur ce genre de virus à très très haute sécurité. Donc vous voyez comment ça se déclenche, ce sont toujours des histoires, ce sont vétérans de romans. En 70, encore une épidémie. En 72, encore au Libéria. Vous voyez, hein, ce sont toujours les mêmes pays. Hein. Ce sont toujours les mêmes pays qui sont contaminés. Donc on peut se dire, mais ces virus reviennent, ces fièvres hémorragiques reviennent de temps en temps. Comment le personnel, etc., n'est pas au courant, comment il n'y a pas des dispositifs qui ont pu mettre en place des règles, etc., alors qu'il y avait des recommandations, je vous montrerai, qui étaient déjà édictées déjà depuis un moment. Voilà. Alors là, du coup, on identifie le réservoir. Ce n'est pas une chauve-souris, ce n'est pas le singe, c'est ce qu'on appelle le rat à mamelles. En fait, c'est des espèces de petits rats qui viennent se positionner dans tout ce qui est réserve de nourriture, de graines et compagnie. Donc vous imaginez le réservoir absolument immense qu'il peut y avoir autour des villages, autour des villes où on stocke le grain qu'on a fait venir de je ne sais où pour alimenter la maison. Et donc vous avez un potentiel absolument fantastique en matière de réservoir de virus. Et puis dernièrement, je viens de vous parler tout de suite de cette épidémie qui est assez réduite en nombre, qui vient de se déclencher il y a à peu près un peu plus d'un mois au nord du Bénin, dans la région de Tangueta, où là, effectivement, il y a aussi des contaminations intra-hospitalières, avec une mortalité qui est un peu plus faible que celle d'Ebola. Maintenant, il faut regarder un petit peu qui est contaminé, comment ils sont contaminés et la suite des choses. Alors, la fièvre de Lassa, vous allez sur n'importe quel site Internet, ça c'est le cours en ligne d'un collègue, médecin tropicaliste français. Ça, si vous voulez apprendre ce que c'est que les maladies, maintenant vous allez cliquer. Vous aurez des cours en ligne. À la limite, on n'a plus besoin d'être dans les amphithéâtres pour nos étudiants. Il suffit de les donner les bonnes références. Et on vous dit quand même combien ça fait de cas par an, là, ça. 100 à 300 000 cas et plus de 5 000 décès. Chaque année, c'est à peu près ce que vous avez constaté pour Ebola. Vous n'en avez jamais entendu parler. Et puis d'autres choses, mais là, je serai franchement très, très rapide. C'est ce qu'on appelle les hantavirus, hein, les fièvres HSR. Alors là, ce sont des virus que l'on connaît, nous, chez nous, dans les milieux, on va dire, plus tempérés, etc. On la connaît éventuellement, nous, dans les Ardennes. Il y a toute une série de virus qu'on appelle Antan, Dobrovac, Séoul, Pumula. Là, on les a trouvés, etc. On ne connaît strictement rien, parce que ce n'est pas cherché, de ce qui peut se passer en Afrique. Ça donne des fièvres hémorragiques, ça touche énormément les reins. Ce n'est pas très, très intéressant. Régulièrement, en France, il y a des cas qui sont signalés tous les ans. Il n'y a aucun traitement, il n'y a aucun vaccin. Autre maladie qui est en voie de changement, d'explosion également, ce qu'on appelle la fièvre de la vallée du Rift. La fièvre de la vallée du Rift, vous savez que le Rift, c'est à l'est de l'Afrique. Et maintenant, la fièvre de la vallée du Rift, c'est plutôt à l'ouest, le Sénégal, la Mauritanie, etc.
C'est extrêmement important pour les vétérinaires parce que c'est une maladie qui va toucher les animaux, qui va décimer des troupeaux. Elle peut éventuellement toucher l'homme, mais qui dit aussi décimer les troupeaux, ça veut dire aussi que les gens ne peuvent plus vivre parce qu'ils n'ont plus rien. Donc il y a aussi la conséquence de la maladie, ce qui peut arriver effectivement dans les 3 pays. Donc elle est connue depuis début du XXe siècle, donc au Kenya. Là, du coup, c'est transmis par des moustiques. Des épidémies en Égypte, là on vous annonce des cas, 18 000 cas, peut-être 200 000 cas, 600 décès, mais ça on ne peut pas les comptabiliser comme c'était fait à l'époque. Une grande mortalité chez les animaux domestiques, donc ça aussi c'est l'important, puisque c'est quand même la chose qui va faire vivre les éleveurs et les familles. Le responsable, la construction du barrage d'Assouan. Parce qu'il y a eu des éleveurs, il y a eu des troupeaux, et puis pas dans le barrage, pas au milieu de l'eau, il y a quand même des zones lacustres qui vont générer des populations de moustiques qui sont adaptées. Et donc automatiquement ça flambe. La même chose quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, Mauritanie, Sénégal, c'est la construction du barrage de Dielmo, qui en fait jusqu'à présent n'a servi à rien. C'est-à-dire que ce barrage, normalement, devait servir également à faire de l'électricité. Le barrage a été construit par un consortium international, le Canada, la France, les USA, etc. C'est un énorme barrage. Il y a un énorme réservoir de flotte, qui n'est pas très utilisé. Certes, il y a du poisson. Il y a la bilharziose qui est venue, une autre maladie parasitaire. Et puis l'électricité n'est jamais sortie parce que la centrale n'a jamais été construite. Voilà. Et donc, voilà, avec des cas construits, etc. Et toujours, donc, ce fameux construction. Je ne suis pas contre les barrages, mais comprenez bien que certaines zones ou certaines choses ne sont pas envisagées sur des périodes, des fois, assez courtes, à 10-15 ans. Donc, la fièvre de la vallée du Rift, vous voyez comment elle s'est étendue, le Kenya, la Tanzanie. Changement de continent, elle arrive de l'autre côté la mer Rouge, donc elle va toucher le Yémen, mais c'est toujours pareil, vous voyez. Alors, c'est un peu moins mortel qu'Ebola quand même, vous voyez quand même que ça fait un certain nombre de décès. Là, c'est le cas de développement de la riziculture. Le Tchad, l'Afrique de l'Est. Et puis, autre maladie dont vous entendez parler, qui est certainement présente chez nous, même si ça n'apparaît pas sur la carte, ça ne touche pas pour le moment les zones africaines qu'on a évoquées, c'est ce fameux virus West Nile, donc qui circule autour du bassin méditerranéen. La partie hémorragique n'est pas la plus importante. Comment ça s'appelle, le West Nile donne surtout des méningoencéphalites, avec des fois des conséquences résiduelles. C'est-à-dire qu'on ne sait pas non plus soigner ces maladies. Il faut considérer que vous avez la maladie aiguë, il y en a qui sont inapparents, la maladie aiguë, et puis il y a les conséquences. On peut très bien ensuite avoir des paralysies, etc., avec ces maladies-là. D'où le fait aussi, c'est qu'il y a des gens qui meurent, mais il y a des gens aussi qui sont ensuite en incapacité. Et ça aussi, c'est une charge extrêmement lourde. Et donc, un certain nombre de pays, et puis le fameux épisode en 1999, où ce virus totalement inconnu du nouveau continent, enfin les Amériques, est arrivé à New York, et en l'espace de 2-3 mois, fait l'équivalent pratiquement de 300 morts dans New York. Alors là, je peux vous dire aussi, ça a chauffé aux USA. Le virus est arrivé, maintenant, on sait que c'est une personne, on sait de quel pays, on sait de quelle ville il est venu, mais je ne vous dirai rien, ce n'est pas la peine de montrer, etc. On l'a identifié, on a typé le virus, on pensait que c'était des oiseaux migrateurs, qu'un moustique était parti avec les avions. Non, c'est quelqu'un qui est arrivé, porteur, ce qu'on appelle asymptomatique, descendu de je ne sais quel aéroport. Les moustiques qui étaient présents sur place étaient adaptés, pour qui, pourquoi, à ce virus, et ensuite c'est enclenché. Le moustique, c'est le culex, c'est celui que vous avez ensuite, peut-être chez vous encore, là, quand il fait chaud, parce que c'est le seul qui survit en période hivernale, et c'est vous qui l'entretenez avec votre chauffage. Il pourrait transmettre ça chez nous, mais pour le moment, heureusement, on n'en parle pas trop, on ne le voit pas trop. Et donc, il est absolument partout. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de tonnes de malathions qui ont été dispersées aux USA pour éviter une épidémie, mais ils n'ont pas pu empêcher ensuite la diffusion. Voilà, le virus West Nile tue à New York avec les images. Et donc, vous ne pouvez pas empêcher la diffusion. C'est-à-dire qu'à l'espace de moins de 4-5 ans, le virus a envahi tout le continent américain, depuis le Canada jusqu'au quasiment au sud de l'Argentine. Pas dans les trucs. C'est-à-dire qu'en l'espace de 4-5 ans, à chaque fois que le virus s'est déplacé avec les échanges de personnes, il a toujours trouvé soit le même moustique, soit un moustique adapté. Ça veut dire que pour certains virus, une adaptation, par exemple, au moustique, ça peut être le cas pour d'autres maladies, peut être très très facile. Dans d'autres cas, c'est très difficile, on n'en a pas les explications. Enfin, on a des suppositions, mais on n'a pas... Voilà. Et puis, effectivement, la CIA accuse Saddam Hussein
le projet Waste Night, etc., parce que là aussi, il y a des choses qui peuvent être dites. Il y a peut-être du vrai, du pas vrai, parce qu'il y a quand même des gens, des oiseaux de mauvais trucs. Mais en l'occurrence, là, non, c'est quelqu'un qui est arrivé et on a ensuite bazardé. Donc les conséquences écologiques, bien entendu, on n'en a pas parlé après. On n'a pas parlé après. Et donc voilà ce qui se passe aux USA. Alors maintenant, avec leurs moyens, c'est qu'ils sont capables de vous identifier sur un cartogramme, comme vous voyez en haut à droite, exactement là où il y a la contamination, de quelle nature elle est, quel pourcentage. Tout ça, c'est cartographié, catalogué. Donc tous les ans, vous avez des rapports. Vous pouvez savoir si vous pouvez aller dans tel comté, dans telle ville, avec un risque à tel moment, en fonction du climat. Enfin, tout ça, c'est parfaitement bien étudié, comme d'autres types de maladies. Et puis, surtout, sur cette diffusion. Et puis, là aussi, non seulement ça touche l'homme, comme je vous l'ai expliqué, il y a des formes hémorragiques, mais ça va toucher tous les animaux. C'est-à-dire que le malathion, qui est un organophosphoré, non seulement c'est assez toxique pour les oiseaux et autres, mais le West Nile, ça touche les passereaux, ça touche les corbeaux, ça touche tous les animaux. Donc les conséquences, ce ne sont pas uniquement humaines. Hein, là, vous avez un virus multiforme. Vous avez un virus multiforme. Et l'épidémie reprend chaque année. Peut-être que dans 10 ans, 15 ans, l'immunité sera acquise suffisamment. Donc, véritable catastrophe écologique aux USA, le virus est implanté dans la faune sauvage, 100 espèces d'oiseaux, le moineau domestique, les corvidés, le renard, le chien, le renne, les singes, le phoque, les alligators, etc., etc. Vous voyez, alors là, ça passe partout. C'est très, très rare, ça. Dans la faune colicidienne, donc les moustiques, au moins 59 espèces. Hein, quand on vous parle de dengue, de West Nile, chikungunya, sur les 32 espèces de moustiques que nous avons chez nous, là, Loire-Atlantique, il y en a 9 qui peuvent transmettre ça. Le virus chikungunya, bon, le Swahili, la maladie pliée en deux. Ça, vous en avez entendu parler du temps de la Réunion, et vous avez dû entendre parler que, là aussi, ça vient d'arriver sur le continent américain. Donc les premiers 10 départements touchés, c'est ceux qui nous sont les plus proches, c'était Saint-Martin, Guadeloupe, Martinique, etc. Et puis le virus, il est en train de se déplacer au gré du climat, des échanges, etc. Sur toute ce que vous voyez à droite, la carte. Il est déjà rendu au Mexique. Bon, Mexico, c'est un peu trop haut, il n'y aura pas de moustiques. Il va descendre sur le Brésil. Si vous avez prévu d'aller aux Jeux Olympiques, faites attention, parce que là, je pense qu'il sera déjà là aux Jeux Olympiques. Et donc, on est rendu, vous voyez, Antilles, Caraïbes, 875 000 cas, 153 décès. Bon, là aussi, hein, ce n'est pas les 6 000 d'Ebola, mais ça compte quand même. Plus les conséquences secondaires articulaires. Presque un tiers des gens qui ont subi le chikungunya de la Réunion ont toujours des problèmes articulaires 8 ans après. Voilà, donc souvenez-vous l'épisode du chikungunya de la Réunion, mais ça, je ne vais pas aller plus loin. Donc voilà, des décès imputables. Il y a eu effectivement des décès. On a découvert des choses comme quoi, effectivement, le virus pouvait passer de la mère à l'enfant, puisqu'il y a eu des cas avec des avortements et autres. Et puis, le virus qui arrive. Alors, une chose que j'ai mentionnée, parce que, indépendamment de la séance aujourd'hui, j'avais envisagé à une autre fois de vous parler de ce qu'on appelle le CNEV, c'est le Centre national d'expertise vectorielle, qui est le seul exemple au monde, et c'est la France qui l'a créé, où on a créé un réseau très souple de tous les spécialistes qui tournent autour des arthropodes vecteurs, qu'ils soient vétérinaires, médecins, etc., pour essayer non pas de se rencontrer, mais de communiquer très rapidement. Et le CNEV est né à l'issue, effectivement, d'une recommandation, ou plutôt d'une interrogation de 6 ministères français au moment de l'épisode La Réunion. On a vu que c'était un échec sanitaire total. C'était un échec sanitaire total. Tout ce qu'on a fait n'a servi strictement à rien, et les Réunionnais ont payé, et payent encore, parce que l'économie n'est toujours pas reparlée du tourisme. Et donc a été créé ce centre-là, qui maintenant, je dirais, est un peu montré dans le monde et autres. Et donc ça permet effectivement de communiquer très très rapidement et d'avancer sur certaines données. Et on pourrait imaginer d'avoir ce genre de réseau avec les moyens électroniques que l'on a maintenant, de systèmes d'alerte, etc. Et donc on fait partie, nous à Nantes ici, de tout ce qu'il appelle la surveillance de l'introduction ou de la dissémination de certains moustiques qui sont susceptibles ou qui transmettent déjà des maladies. Donc on peut agir extrêmement vite pour avoir une réponse très rapide. Dengue et chikungunya en métropole, j'ai fait cette carte-là il y a 2 heures, parce que j'ai eu les documents à peine, simplement pour vous le mentionner, puisque ce n'est pas pour vous faire peur. Donc à droite, vous avez la carte de répartition où on a déjà identifié le fameux moustique tigre. Elle n'est pas tout à fait exacte, puisqu'on l'a trouvé du côté de La Rochelle. Il n'est pas installé, mais il est présent.
En revanche, dans le sud-est de la France, il est installé. Une ville comme Marmande, il ne faut pas y aller. Hein. Je suis désolé pour ceux qui ont ça. Il est partout, on ne peut plus l'éliminer. Il est tellement incrusté dans la ville qu'il faudrait avoir des moyens, genre Malathion et autres, et on s'oppose à mettre ce genre de truc, pour être présent. Pour le moment, le virus n'est pas arrivé, sauf que cette année, de cas, alors vous avez des cas importés, effectivement, de dingue, etc. Mais vous avez aussi des cas qui sont confirmés autochtones. Je me suis trompé là, c'est cas confirmés autochtones, pardon. Hein, c'est pas importé, c'est autochtone. Bon, 4 cas de dingue, c'est pas beaucoup. Sauf sur 4 cas, c'était 3 formes hémorragiques. Voilà. Je ne connais pas les conséquences pour les personnes, mais apparemment, il n'y a pas eu de décès derrière. Et puis surtout, là, très récemment, les 11 cas qui sont groupés, parce que les autres, c'était des cas dispersés, donc installation. Et là, c'est dans un quartier de Montpellier, 11 cas de chikungunya, il est installé à Montpellier. Donc avec les conséquences des inondations maintenant, quand ça va commencer à baisser, parce que là, maintenant, ce n'est pas possible, hein, il y a des noyés, mais les moustiques, ça ne leur convient pas. Et voilà. Hein. Et donc, le moustique tigre est absolument partout à Montpellier. Et donc, le virus commence à s'installer. Imaginez que, par exemple, le moustique était arrivé à Milan il y a 30 ou 40 ans. Il a fallu 25 ans pour que le virus s'installe, et maintenant, il est partout. Et donc, ça va très vite. Alors, rien à voir avec le réchauffement climatique, etc. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais c'est peut-être même la partie qui mérite attention. Un virus très dangereux, une hypermédiatisation du jamais vu depuis l'émergence du sida. Moi, je n'ai jamais vu, depuis effectivement le problème du sida, on a ostracisé. Vous savez que le sida, au départ, il fallait être noir, haïtien, et donc vous aviez le sida. C'était à peu près ça. Donc après, vous imaginez tous les messages, etc. La journée mondiale du sida a eu lieu là, il y a 2 jours. On n'en a pas trop parlé, alors que ça continue, bien entendu, vous le savez. Mais ça n'avait jamais eu un reflet médiatique, une maladie comme Ebola, que celle qu'on a connue pour le sida. Il y a eu d'autres crises, mais jamais à ce niveau-là. Le SRAS n'a jamais fait ça. Alors, le prix à payer, un fiasco à tous les étages. C'est un éditorial d'un collègue médecin tropicaliste, qui d'ailleurs, je crois, est en Guinée actuellement, qui est le professeur Olivier Bouchot, un collègue parisien. Son éditorial dans une revue que vous pourriez peut-être vous procurer, La lettre de l'infectiologue, c'est simplement un éditorial, c'est absolument remarquable, parce qu'il décrit bien tout ce qu'on n'a pas fait. Voilà ce que dit Mme Chan, qui est la directrice de l'OMS en août 2014. Ce n'est pas elle que je montre du doigt. Ce n'est pas l'OMS, parce que c'est comme l'ONU. Il faut l'OMS, il faut l'ONU, mais des fois, il y a du mal à marcher. Il ne s'agit pas d'une seule flambée épidémique, il ne s'agit pas seulement d'une crise de santé publique, c'est une crise sociale, une crise humanitaire, politique, économique, qui représente une menace pour la sécurité nationale, bien au-delà des zones d'épidémie. Sécurité nationale, on ne parle pas de sécurité internationale. C'est-à-dire que là, on parle bien des pays qui vont souffrir pour différentes raisons, en leur montrant du doigt, etc. Ebola arrivant en France, c'est circonscrit en 2 semaines. Sauf si on a fait arriver 2000 personnes. Hein, mais c'est circonscrit en 2 semaines. Hein, avec les moyens que l'on a, la personne peut mourir, peut soigner, etc., avec effectivement des moyens considérables. Mais ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas se déclencher comme ça. Autre chose remarquable, le 18 septembre 2014, j'ai regardé un peu partout, hein, c'est récent. Et donc là aussi, c'est le Conseil de sécurité qui s'exprime. Le Conseil de sécurité vis-à-vis des maladies s'est exprimé 2 fois. Une fois sur le sida, une deuxième fois sur Ebola. Ce n'est plus un problème de santé, c'est un problème de sécurité. Donc là, c'est de la gouvernance internationale. L'OMS se félicite de la décision à la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies d'établir immédiatement, on est en septembre, immédiatement une mission de lutte qu'on appelle le MINUAC, etc., les chefs des Nations Unies sur le modèle de ces missions de maintien de la paix. Donc on est bien dans un système de guerre. Alors le mot guerre, il n'est quand même pas très adapté pour les maladies. Hein. La résolution est rédigée par 134 auteurs, chiffre de loin le plus élevé de l'histoire des résolutions du Conseil de sécurité. C'est-à-dire que là, tout le monde est d'accord, hein, même ceux qui ne verront jamais Ebola. C'était la 2e fois qu'une réunion d'urgence était convoquée pour traiter d'une question de santé publique. La première, c'était en 2003 pour le VIH-Sida. Alors le programme ONU, je vous l'ai indiqué ici. Et puis après, voilà des slogans qui m'ont un peu amusé en même temps, donc différentes personnes, par rapport au message qu'on a vu, la guerre dans les médias, détraillé sous les blouses blanches. Lutter contre Ebola comme une guerre, le directeur des opérations de MSF. J'ai beaucoup d'estime pour MSF, mais ce n'est pas un message, ce n'est pas un mot que j'aurais prononcé comme ça. Branle-bas de combat contre Ebola. Le monde est en train de perdre la bataille contre Ebola. Hein. Et puis, à côté de ça,
le collègue qui vient de sortir un papier excellent dans le monde diplomatique, Bruno Canard, qui est directeur de recherche au CNRS, formidable impulsion à la société de surveillance, contrôle des frontières, convocation dans les centres de santé, recherche de tout suspect de symptômes. Toute personne qui passe sous un portique électronique est photographiée. Donc vous imaginez les conséquences derrière, ce n'est pas mon sujet. Cuba, première action, pays qui est toujours montré du doigt en matière de santé, oui, il faut le montrer le premier du doigt. C'est le premier qui a réagi. 165 et 300 professionnels de santé sont partis quasiment immédiatement. Il y en avait qui étaient déjà présents, ils sont souvent présents, etc. Des médecins, des infirmiers. Il y en a qui sont morts. Ils sont morts pour la gloire, comme il dit. Ils sont morts pour la gloire. La capacité de Cuba à former des médecins, des infirmiers exceptionnels et sa générosité pour aider les pays sur la voie du progrès sont reconnus dans le monde entier. Dixit, la directrice de l'OMS. Et puis quand même, le rapprochement humain et politique à cause d'une maladie où les USA, et là c'est le secrétaire d'État américain, donc 20 octobre, nous voulons remercier Cuba. La France, engagement de 70 millions d'euros, j'ai mis ça en petit parce que c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, c'est drôle, ils ne parlent pas des USA. Le fait est que nous n'avons pas encore commencé à répondre totalement au défi qui est à portée de la main, et on est le 20 octobre, c'est-à-dire 7-8 mois après le début. Cuba, comme je l'ai marqué ici, j'avais fait une conférence, 11 millions d'habitants, est le seul pays au monde à former de manière gratuite, grâce à une université internationale, des médecins. Ils ont formé, dans les 20 ans qui ont précédé, 25 à 30 000 médecins. Deux pays dits en développement qui n'ont pas la capacité de former. La seule condition, ils sont pris en charge intégralement, ils sont formés intégralement. La seule chose, c'est qu'ils sont reconduits dans leur pays pour travailler dans leur pays. Voilà, l'épidémie a mis en lumière les dangers des inégalités sociales, économiques, croissant dans le monde. Les décès ne sont pas des dommages collatéraux, ils sont inhérents au problème central. Aucune infrastructure fondamentale n'était en place dans les trois pays. Et puis autre chose, n'oubliez pas, comme je vous ai dit, la bauxite. Le Nigeria, qui a subi un démarrage d'épidémie, a réagi tout de suite. Simplement, c'est que le Nigeria, c'est un pays producteur de pétrole et qu'il y a les moyens. Alors voilà, rapidement, je vais peut-être aller plus vite. Je prends la Guinée. Alors j'ai mis la religion qui peut avoir un impact, effectivement, en particulier sur certains rites funéraires. Les premiers sacs mortuaires qu'on a envoyés dans ces pays-là étaient noirs. On n'enterre pas les gens dans du noir dans les pays musulmans. Il faut du blanc. Donc les gens refusaient. C'est aussi bête que ça, entre guillemets. Ça y est, c'était corrigé. Donc la Guinée, vous voyez, 11 millions d'habitants, le revenu annuel, $970. L'espérance de vie, c'est quand même beaucoup moins que nous. 80, vous voyez, Cuba, c'est comme chez nous. 57, 59 ans. Mortalité infantile, le chiffre n'est pas disponible, on ne l'a pas. Mortalité des 15-60 ans, etc. Dépenses de santé par habitant, $67 par an. En France, on en est à plus de 3 ou 4 000 euros. Et à Cuba, $250 pour les mêmes résultats que la France. Pour les mêmes résultats. Déficit de lits, etc. Et aussi à dire que toute la Guinée n'est pas confrontée au problème du sida, puisque 10 districts sur 34 n'ont jamais eu aucun cas. Alors je peux vous sortir le Libéria, c'est à peu près la même chose. Le Libéria, actuellement, est le pays le plus touché. Là, on a une espèce de courbe qui évolue au niveau du mois. Actuellement, on a l'impression que ça stagne, parce qu'à la fois, il y a aussi des dispositifs. Et puis, la moitié des cas se déroulent dans la capitale, qui est absolument ingérable. N'oubliez pas qu'un pays comme le Libéria, c'était un pays qui sortait de guerres civiles, comme d'ailleurs plus ou moins la Sierra Leone. Ici également, pour la Sierra Leone, là aussi une transmission plus active, toujours en milieu urbain, ce qui n'est pas la majorité des cas, par exemple, en Guinée. Mais toujours avec des rapports au niveau prise en charge de la santé dans ces pays-là, qui sont effectivement très, très, très faibles. Alors, où vont les malades? Ils sont refusés dans les centres de santé parce qu'il n'y a pas de place. Alors, j'ai ressorti le chiffre que j'avais ce matin, simplement pour vous donner, à travers des informations qu'on vous donne. Donc, en Guinée, actuellement, 160 lits de traitement sont ouverts. Il en faudrait minimum 500. Donc, quand on vous dit que même la France ouvre X lits, il n'y a que 160 lits de traitement en Guinée actuellement. Il en faudrait au moins 500. Sur le Libéria, un quart des lits souhaités sont disponibles. Un quart des lits. Et en Sierra Leone, c'est 850 lits qu'il faudrait, il y en a à peine 300. De lits, je parle simplement de lits
Voilà. Donc, c'est ça qui compte. Donc, la mortalité va augmenter. On va passer. Les capacités d'accueil. Alors, attendez. Voilà. Alors, une image, moi, double image, qui est à la fois choquante, et c'est là le problème d'éthique. La prise en charge, entre guillemets, ou la surveillance d'Ebola au Nigeria. Ce monsieur est quand même très sympathique vis-à-vis de cet enfant. Il peut arriver tout ce qui peut arriver. Et la prise en charge qui est le fait en Guinée. Vous voyez cette petite enfant qui va malheureusement certainement à la mort et qui est conduite par des gens qui sont sur Mars. Vous imaginez, si ça arrivait chez vous, dans une famille, la répercussion que ça peut avoir. Ici, on fait confiance. Et là, voilà. Alors, ça, c'est abominable. Pour moi, c'est quelque chose qui me trouble énormément en disant, ben voilà, il y a les soignants risquent, mais les soignants sont des soignants. Les autres soignants se protègent, c'est normal, c'est ça. Mais vous voyez cet espace de choses qui est absolument hyper choquante. Dans un cas, on fait confiance. Dans un cas, on montre effectivement qu'Ebola, chez un enfant qui n'est pas encore malade, qui va à l'école, toutes les écoles sont arrêtées en Guinée. Où est-ce qu'ils vont, les enfants, quand ils ne vont pas à l'école? Ils sont dispersés. Ils ont bien plus de chances d'attraper Ebola que s'ils étaient, entre guillemets, contrôlés, etc. Ça, c'est quelque chose de très, très important, je pense, sur un plan éthique. Et malheureusement, je ne vois pas beaucoup de choses écrites là-dessus. Voilà, donc pudeur, etc. Ce sont des unités mobiles de diagnostic et soins d'urgence maillant les territoires que seules les armées. C'est quelque chose que nous, on pouvait écrire dès le mois de mars-avril. Quand on a vu que l'épisode Ebola partait, certains, j'en étais, ont dit « Ah, il n'y a que les militaires, médecins, etc., le système de blocage, gendarmerie, frontières, plus des vétérinaires peut-être qui ont la capacité, qu'il faut envoyer, là aussi les ONG étaient là, mais vous n'y arriverez pas. Il faut des mesures à ce moment-là hyper drastiques, et c'est celle-là qu'on est en train de faire, sauf qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant. Alors toujours les gens qui sont scafés. Et comme le disait Olivier Bouchot, dans son article, vous voyez, une bonne vieille réanimation de solidité hydroélectrique, même accroché à un clou sous une tente de fortune, ferait chuter la mortalité de 70 à 20%. Voilà. Alors, c'est ça qui est compliqué. Alors, ça, je vous renvoie, ce sont des images que j'ai prises à partir d'un diaporama que j'ai mis en bibliographique. Ça, c'est intéressant. Alors, le diaporama, il y a beaucoup plus de photos. Eppelborn, c'est un anthropologue qui travaille beaucoup en Afrique. Formanti, c'est un virologue de Dakar. Et alors, ils ont fait une production d'un diaporama comme ça, à l'occasion d'un congrès de médecine tropicale en novembre, juste un mois avant l'épisode d'Ebola. Et en fait, ils ont fait un topo sur Ebola. On ne savait pas que ça allait arriver un mois après. Donc, regardez ce diaporama, il est accessible en ligne. Le site, je vous l'indiquerai, c'est le site de l'Institut Pasteur. Il suffit de regarder les images, de lire un peu. Il y a beaucoup de choses intéressantes parce qu'effectivement, on va vous montrer tous les aspects qui concernent. Là, on voit l'enfant, on voit les singes, la zone de brousse. Là, tout à l'heure, je voyais un collègue malien en disant « mais le Mali, ça va être catastrophique ». Je dis non, au Mali, on ne mange pas d'animaux sauvages. On ne va pas dépecer les animaux au Mali, ça aussi, dans les zones de forêt et autres. Et pareil pour la Guinée, pareil pour d'autres pays, où selon les régions, etc., et c'est valable chez nous, on ne fait pas exactement la même chose. Et donc là, vous voyez comment tout se déroule. Bon, là, effectivement, vous voyez un sac mortuaire. Là, vous voyez quelqu'un qui est en train de regarder en l'air parce qu'on pense qu'effectivement, c'est le sorcier ou je ne sais quoi qui vous a culpabilisé. Et donc, ces images sont extrêmement instructives sur un diaporama que vous pouvez aller chercher très, très facilement. Donc voilà, j'en ai pris quelques cas d'exemple. Donc là aussi, on voit la viande de brousse en train de griller. Là, on voit les équipes qui partent là, sur Mars avec leur 4x4. Et puis à côté, on voit quelqu'un, heureusement, là, qui est dans un sac mortuaire blanc, etc. Parce que là aussi, ça vous sert. Alors l'épidémie, je vous en ai parlé du Congo qui s'est déroulée. Il y a une maîtrise très rapide de la situation parce que tout le monde là-bas est bien informé, a su réagir. Et puis j'ai retrouvé des vieilles images. Heureusement, je n'ai pas tout balancé dans ma bibliothèque. J'espère pouvoir garder des documents. Des expériences. Ça, c'était les premières épidémies d'Ebola. Donc c'est des photos que j'ai reproduites ici en noir et blanc. Donc là, on voit des militaires. On voit quelqu'un, effectivement, qui est en train d'informer la population. Là, il y a tout un tas de gens. Une équipe de football qui va parler d'Ebola, qui va faire un peu d'argent, etc. Donc tout ça, ça a existé, puis ça a été un peu oublié. Et puis également, ce fameux séminaire de 2004 à Brazzaville, où vous avez toute une panoplie, je dirais, de documents qui sont accessibles. Alors, j'ai un document que j'ai retrouvé, je pensais l'avoir oublié,
où on parle de la prise en charge des patients atteints de fièvre hémorragique virale à Ebola, le HVE, c'est ça, contrôle de l'infection en milieu hospitalier ou à domicile, avec tout un tas de descriptifs. Donc, je passe là-dessus. Et c'est sous forme d'un petit bouquin. Ça ressemble à une bande dessinée, ça fait 200 pages. Et on va vous décrire donc, tout ce qui est précaution. Et vous allez avoir, j'ai reproduit quelques images de ça, décrit tout un nombre de choses. Où ça se déroule, qu'est-ce qu'il faut faire à la maison, il faut séparer. Comment est-ce qu'on peut soigner les malades dans des circonstances qui ne sont pas celles actuelles, là où on va bâtir des hôpitaux très sophistiqués. L'image, là, la deuxième image en bas, comment est-ce qu'à partir de sacs plastiques qui sont partout en Afrique, eh bien, vous en mettez 2 ou 3 paires, ça vous sert de gants. Vous faites des bottes de la même manière. C'est-à-dire que dans des endroits où il n'y a rien, ben, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Comment est-ce qu'on met de l'eau de Javel? Comment est-ce qu'on peut fabriquer une blouse, etc. Comment est-ce qu'on peut fabriquer à droite des incinérateurs? En fait, le document existait en 2004. Donc il a dû être coincé quelque part, totalement oublié, mais le descriptif était absolument complet, parfait, etc. Et c'est ce qu'appliquent entre autres les gens en RDC. Alors que maintenant, on va construire un hôpital tel que vous pouvez imaginer, sécurisé, etc. Bon, il faut avancer, c'est normal de faire les choses, mais avec des moyens très simples, au niveau des centres de santé dits communautaires, on peut faire quelque chose. Je vous l'ai dit, le témoignage l'autre jour d'un médecin avec un infirmier, je suis obligé d'acheter des gants parce qu'il n'y en a pas. J'en achète que 3 parce que je n'ai pas assez d'argent, donc je les réutilise. Et l'eau de Javel n'arrive pas au village. L'eau de Javel n'arrive pas au village. Sans doute qu'il y en a suffisamment sur le port. Voilà. Alors, comment expliquer l'évolution de ces maladies? Claude Chassel disait en 92, depuis le début des années, en 92, des années 80, les fièvres Ebola, Lassa, Marburg ont moins fait parler d'elles, déclin épidémiologique ou désintérêt. Aucune épidémie extrême n'a été signalée. Ben maintenant, c'est arrivé. Augmentation de la population, urbanisation anarchique, déforestation, les guerres civiles, les 3 pays en question, effectivement, ce n'était pas brillant de ce côté-là. Déplacement de population, volontaire ou forcé. Accroissement du trafic aérien, comme je l'ai expliqué pour d'autres types de maladies. L'augmentation du trafic aérien, c'est 2 à 3% tous les 2 ans. C'est 2 milliards de personnes qui se déplacent dans les avions chaque année. Ça, on l'ignore. Bon, c'est en général les mêmes. Les changements climatiques éventuels, même si on met un bémol là-dessus. Et puis les modifications, l'instabilité génétique. Et puis quand vous réfléchissez un peu plus loin, donc l'observateur, c'est plus le nouvel observateur, avait un titre, j'ai lu quand même le document, là, c'était Sud Novembre, c'était un grand titre, la première page, Ebola, la course contre la mort. En revanche, il ne mettait pas cette image que j'ai rajoutée sur la malnutrition. La malnutrition, ça tue entre 2 et 5 millions d'enfants par an, on ne sait même pas. La tuberculose, alors je l'ai mis volontairement parce qu'on a arrêté de vacciner contre la tuberculose en France, 1 à 3 millions de décès. Dans 8-10 ans, je pense qu'on reverra la tuberculose en France. Et actuellement, il y a un problème de vaccin. Le sida, on vous en a parlé, donc on le replace. 28 millions de morts depuis 1981, 2 millions de décès, etc. Et puis, on vous dit 5700 décès de sida par jour. Par jour. 5700 décès de sida par jour. Voilà, si on ne parle effectivement que de mortalité. La recherche, là aussi, c'est quelque chose que j'ai récupéré dans un journal il n'y a pas très très longtemps, comme quoi c'était aussi pour cette conférence que j'ai voulu regarder d'un peu plus près. Donc toujours le collègue Bruno Canard, tout simplement parce que malheureusement, j'allais dire, mais ce n'est pas elle que j'incrimine, ce n'est pas elle qu'elle incrimine non plus, c'est qu'une de nos directrices des maladies infectieuses, de l'INSERP, qui gère un petit peu la politique de recherche des maladies infectieuses en France, je dirais, c'est un peu malheureusement exprimé de la manière suivante. Une recherche active et beaucoup de publications consacrées à des approches thérapeutiques ou vaccinales sur Ebola. Il faut revenir à la réalité. Depuis 1976, 2100 articles, 2 à 4 par an. C'est toujours les mêmes qui publient, ceux dont j'ai fait appel, etc. C'est toujours les mêmes collègues, parce qu'il n'y a pas de recherche autant qu'on vous le dit. Bon, ce n'est pas les mêmes implications que le sida, etc. Et puis aussi, on vous dit, là, l'hépatite C, 35 000 publications depuis 1989. On a trouvé un médicament. Le médicament, 40 000 € par personne et par an. Il va falloir regarder. Voilà. Et puis, des laboratoires. Ça aussi, c'était un petit signal au niveau des universitaires que nous sommes, alors qu'on est souvent enquiquinés par nos problèmes de production scientifique, etc. Les laboratoires actuellement en France, parce que finalement, on se dit qu'il faut se presser.
Les laboratoires, et tant mieux pour eux, ont reçu effectivement des subventions. Il n'y a pas eu d'appel d'offres de recherche, alors que nous, on nous enquiquine, entre guillemets, souvent pour monter des dossiers qui finalement n'aboutissent jamais. Alors je remercie dans la bibliographie, c'est souvent d'accès en ligne, l'OMS, l'IRD, donc ça aussi je vous ai donné, la revue de médecine tropicale, mais plutôt des anciens numéros, parce que les gens qui ont travaillé, malheureusement, l'Institut de médecine tropicale du Pharo a été fermé. C'était le meilleur institut de médecine tropicale français. Certaines revues sur lesquelles aussi vous pouvez aller en ligne directe, la revue américaine Emerging Disease parce qu'elle est en ligne, et puis différentes revues que j'ai pu parcourir pour vous informer, pour me renseigner sur ce qui était dit, le Courrier international, le Monde diplomatique, etc. Donc cette bibliographie, je la donnerai là, à Gwenaël, vous pourrez regarder. Voilà, un savant doit préférer d'avouer son ignorance que de la cacher par un mot. Ça aussi, c'était Charles Nicolle. Merci.